Vous faites bien, mesdames et messieurs, de nous retrouver encore sur cette antenne ce matin. Bonjour à vous, bonjour à tous. Installez-vous confortablement. Le Cameroun évolue et nous avec, nous tentons tant bien que mal, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, de vous accompagner sur les faits de société, mais surtout sur l'actualité telle que décriée ou encore déclarée, mais surtout perçue et analysée par le Zénith. Talk show en même temps avec une grande équipe ce matin. Nous irons encore très loin pour vous servir. Mais au-delà des questions posées, nous allons bien le dire. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui qu'il y ait des personnes tapies dans l'ombre qui tentent tant bien que mal de s'approprier des biens de certains Camerounais aujourd'hui simplement parce qu'on serait au commis de l'État? Comment peut-on comprendre que des hommes de justice qui sont très haut placés lorgneraient les biens d'un Camerounais? On parle bien sûr ici de M. Hervé Sopor qui malheureusement tente tant bien que mal de se défendre. Et l'affaire concernant encore Mme Sopor Christine, aujourd'hui française de nationalité elle vient elle aussi de rater 2 rencontres avec ses médecins du côté de l'Europe où elle souffre aujourd'hui d'un cancer et est dans une prison camerounaise aujourd'hui pour des questions dont elle dit toujours ne pas se reconnaître là-dedans. On va très loin encore. Comment comprendre justement la ramification entre ces hauts commis de l'État, surtout la justice, et ceux-là qui sont autour d'une entreprise bien connue qui tente aujourd'hui de la brader d'une façon exceptionnelle? On est quand même en droit de se poser toutes ces questions. Doit-on sortir? Doit-on demander qui sont ceux tapis dans l'ombre qui tentent de se saisir des biens de M. Hervé Sopor? Il est Camerounais aujourd'hui, fils bien sûr de celui qu'on connaît. On peut bien comprendre comment les micmacs se font aujourd'hui pour pouvoir dérober aux uns aux autres ce qu'ils ont de meilleur. Comprenez bien comment va le Cameroun aujourd'hui. Madame, monsieur, bonjour à tous. L'affaire également fait grand bruit sur la toile. Les images de ce détenu, surtout parlant du professeur Gervais Mendoza, qui font le tour de la toile depuis hier en journée. On le voit amaigri, assis à même sur un lit et on est en train de nourrir ce dernier avec, on dira, du lait. Le professeur Gervais Mendoza, aujourd'hui, quasiment visible, n'est qu'une loque humaine debout. Comment comprendre que celui-ci soit maintenu dans ces conditions sans que rien ne soit fait et que ceci n'indigne personne? Comment comprendre au final l'attitude, la gestion de nos prisonniers au Cameroun pour ceux qui sont malades et qui y sont maintenus justement par la justice, alors qu'en réalité, il y a des voies et moyens pour leur en sortir? Petit clin d'œil sur l'affaire Sopor Marie-Christine, vous comprendrez ce que le Cameroun nous réserve dans les jours à venir. Bienvenue à tous. Charles Mbachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est une grosse incongruité que de relever cette affaire, l'affaire de Mme Sopor, dont le mari a voulu rembourser de l'argent, 1,5 milliard, si je ne me trompe pas, et que la justice dise non. Pourtant, elle est reprochée de 900 millions de francs CFA. Qu'est-ce qui se cache véritablement derrière cette affaire? On se rappelle le cas de l'opération Épervier où de nombreuses personnes ont eu à rembourser le corps du délit et qu'on a accordé la libération. On va penser à Lydienne Eyoum. On va penser au ministre, l'ancien ministre de l'enseignement de base, si je ne me trompe pas, Aman Adama, oui, qui a aussitôt qu'elle est sortie, elle allait battre campagne à l'immédiat dans la zone du Nord. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer si ce n'est une volonté, une grosse cupidité d'en vouloir au fond? Point d'interrogation. Dans tous les cas, M. Michel Ngachou, passons, attendons. Nous avons le cas des étudiants. Les étudiants de l'IRIC qui viennent de faire un communiqué quand même étrange dans lequel ils donnent 5 jours au ministre Jacques Famendongo de revoir la situation de leur professeur, disent-ils, émérite, le professeur Messanga Nyamding. Passé ce délai, ils vont se retrouver peut-être à investir la rue. Voilà une république de tâtonnement. Quelles sont les raisons qui ont motivé cet appel? Lui a-t-on donné la possibilité? A-t-on pensé à son remplacement? Voilà la république dans laquelle nous évoluons, une république des incongruités, du tâtonnement et vous parlez bien sûr du professeur Charles Messanga Nyamding qui, dans une sortie sur sa page Facebook, vient de faire savoir aux uns aux autres qu'effectivement, il y a des clans qui lui en veulent. Alors lui, qui est biaïste, comment va-t-il s'en sortir? Le chef de l'État est-il au courant? Qu'est-ce qui se passe entre le professeur Pascal Chalma Messanga Nyamding et le professeur Jacques Famendongo aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre ce qui se passe entre les deux?
Aujourd'hui, il est envoyé, on dira, à la faculté des sciences, la faculté des sciences politiques, justement, de l'université de Ngaoundéré. Sciences juridiques et politiques, voilà, j'arrive enfin, de Ngaoundéré, qui se trouve, annexe de Garoua, justement, qui se trouve à Garoua. Donc, le but, c'est quoi? C'est de l'éloigner des plateaux, c'est de l'empêcher de dire ce qu'il faut dire. Au final, qu'est-ce qui se passe dans RDPC? Bonjour à vous, Mbon Bengan Kamji. Bonjour, M. Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Deux petites choses ce matin. La première, vous l'avez dit, peut-être que la liste des malades prisonniers pourrait s'allonger avec Mme Sopor. On a le cas de Yves-Michel Fotso, Inoni Efrem, Mendozé, Amadou Vamoulke, Charles Metou, bien d'autres. Mais la curiosité avec elle, c'est que la plainte est portée contre X. En principe, elle ne se sentait pas concernée. Mais concernant son entreprise, elle estime qu'elle peut d'abord déférer à la convocation pour montrer la bonne foi, parce que quelquefois aussi, la justice peut vous libérer pour bonne tenue à l'audience. Mais pour elle, ça n'a pas été le cas. Elle est inculpée et mise aux arrêts. Elle dit, présente les rendez-vous médicaux. Les magistrats camerounais estiment que non, le cancer ne fait qu'augmenter. À ce moment, qu'est-ce qu'on dira? Qu'on lui a interdit de prendre des soins, ou alors elle était coupable bien avant que le procès ne se déroule. Voilà alors les principes au lieu d'aller dans ce qu'on appelle le principe d'innocence. Voilà, mais nous, c'est la culpabilité. Peut-être faudrait-il rapidement évoquer ici, Mbon Bengan, dans cette affaire, on va dire, l'ambassade de la France au Cameroun, puisqu'elle est d'ailleurs camerouno-française aujourd'hui. C'est une Française qui est inculpée dans une affaire, dit-elle, ne pas se reconnaître, où elle a toutes les traçabilités. Et ce qui est encore curieux quand même, c'est qu'on peut le dire aujourd'hui, ceux qui la maintiennent en menant des enquêtes approfondies, on se rend compte qu'il y a des hauts commis de l'État qui tentent plutôt de s'octroyer des biens de M. Sopor, son mari. Oui, absolument. Incroyable au Cameroun. On soupçonne cette orientation-là, parce que lorsqu'on s'appelle Fotso, Kadi, Sopor, Fadil et tout, on soupçonne d'abord que vous pourriez être une vache à lait. Bon, est-ce que c'est ça? On n'en sait rien. Mais toujours est-il que pour les cas de maladie quand même et de bonne foi, on aurait pu quand même permettre en sorte que des gens puissent se soigner. Mais autre chose, le ministre de la Défense, délégué à la présidence chargée de la Défense à ce jour, est en train d'enquêter. Parce que M. Betty Assomo est quand même surpris que des pièces des dossiers des retraités des militaires ont disparu, notamment ceux venant de l'armée de terre. Il ne comprend pas que le major général ait signé des dossiers de mise en retraite des militaires et qu'il les aurait signés sans que ce dossier ne soit complet. Ici, on vous appelle, ajouter l'acte de naissance ici, ajouter le bulletin de ça là-bas. Comment, lui, le major général, a-t-il signé les dossiers? Apparemment, il lui dit qu'il a signé, il a vérifié que tous les dossiers étaient complets et que c'est au niveau de la DAR. La DAR, c'est un terme technique, la direction administrative des armées, où les pièces ont disparu. Bon, Betty Assomo aimerait savoir pourquoi les pièces ont disparu. Et bien sûr, la CONAC également aimerait savoir ce qui s'est passé autour de la CAMCHIP bientôt. Au-delà de la CONAC également, d'autres administrations se lèvent. Qu'est-ce qui se passe également avec l'entreprise Golfing aujourd'hui? Qui sont ceux qui ont été impliqués dans la liquidation de la CAMCHIP? Madame, monsieur, croyez-moi, dans les jours à venir, les noms seront bien sûr donnés. Et l'affaire déjà risque de faire grand bruit aujourd'hui. Allez, Isabelle Carole, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Allez, c'est un plaisir également de vous revoir ce matin en joli foulard. Oui. Vous devenez depuis un petit moment la coqueluche de plusieurs téléspectateurs. Voilà, qui se retrouvent dans vos propos. Il y en a qui pensent également que non, vous ne devriez pas être aussi dur, hein. Vous ne le savez peut-être pas. Oh, que non, je ne suis pas dur, sauf que je fais l'effort de sauver pas mal de personnes, parce que la vérité, elle est là. Et demain, dans tous les cas, quand il y aura les conséquences, on viendra dire, Dominique Audrey, s'il te plaît, parle de mon histoire. Il y a des choses qu'on peut éviter. Vraiment, pour qu'on se retrouve ici tous les jours à faire le même débat, il y a des choses que vous pouvez éviter. Par contre, ce matin, je suis un peu courroucée parce que je me pose bien la question de savoir, est-ce que c'est impossible au Cameroun d'avoir des soins dans la nuit, dans des formations hospitalières? Pourquoi c'est si compliqué, voire même impossible de rencontrer un spécialiste
spécialiste. Lorsqu'on a un malaise dans la nuit et qu'on a bien envie de voir un gynécologue, de voir un pédiatre et tout ce qui va avec, pourquoi c'est si compliqué? Je m'interroge là-dessus. Et pour ça, j'ai bien envie de saluer Manaouda Malachi ce matin qui, à coup sûr, regarde ce programme. Toujours connectés de toutes les façons. On sait, ils sont très nombreux dans les ministères et même, qui se disent qu'est-ce que ça dira encore sur le Zénith ce matin. Merci à vous. Dominique... il fallait terminer en disant que elle devient déjà africanisée. Donc, voilà, il faut terminer par les propos diplomatiques ici. D'accord. On vous a compris, bon Bengan. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour. Il se demande qui va bouffer la cantine aujourd'hui. À la colère de Charles Hamel. La colère, justement, j'ai très peur pour ce qui va se passer tout à l'heure. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour Michel. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'une jeune femme. On va l'appeler Estelle. Elle est âgée de 27 ans. Elle a perdu son papa alors qu'elle venait d'avoir son baccalauréat. La première année, malgré la santé boitante de sa mère, elle a pu payer la première année à l'université, c'était à hauteur de 50 000 francs, mais malheureusement la deuxième année c'est devenu tellement compliqué qu'il y a eu un oncle qui s'est proposé de lui payer une école de formation. Dans cette école de formation là, elle a recommencé au premier niveau, la pension avoisinait les 300 000 francs et il fallait faire le BTS, la licence et autres. Malheureusement, l'oncle à son tour décède et la jeune fille s'est sentie contrainte de continuer pour pouvoir avoir son examen. Et là, elle nous dit qu'elle s'est finalement retrouvée à vendre ses services, vendre son corps pour pouvoir financer cette pension-là. La même année de sa deuxième année à l'école de formation, on découvre que sa mère souffre d'un cancer qui est quasiment en phase terminale. Sa mère ne pouvait plus se mouvoir pour ne serait-ce que payer à manger à ses petits frères à la maison. La jeune femme a continué dans cette activité-là, a continué de se vendre et elle a pu avoir son BTS, elle a pu avoir sa licence. Et aujourd'hui, malgré la continuité de cette activité-là pour pouvoir faire vivre la famille et attendre les derniers jours de sa mère, elle a rencontré un jeune homme, un monsieur, qui, dit-elle, elle a envie de se poser avec celui-ci. Tellement elle affectionne ce dernier qu'elle a choisi d'arrêter toutes ces activités-là parce que le monsieur en face lui témoigne un certain sérieux, une certaine responsabilité. Donc, au cours d'une discussion avec son nouvel ami, son partenaire, son conjoint, il lui a présenté des photos de ses proches, de ses amis, collègues et frères, et elle dit qu'elle a reconnu parmi les photos qu'on lui a présentées quelques-uns de ses clients. Donc, le problème de la jeune femme aujourd'hui, à part le cas de conscience qu'elle a aujourd'hui, parce qu'elle dit qu'elle aimerait bien le lui avouer, mais elle a peur que son regard sur elle ne change, comment lui dire que je me suis prostituée pour payer mes études et nourrir quelques 6 mois. Comment lui avouer que je me suis prostituée pour payer mes études et entretenir ma famille avant que cela ne la reconnaisse quand on va la présenter? Et est-ce qu'on doit, moi c'est moi qui pose la question, est-ce qu'on devrait partager son passé automatiquement dans des nouvelles relations? Alors je pose la question également, pourquoi pas ne pas le faire? Il faut bien comprendre le passé pour bien penser l'avenir aussi, non? Tout à fait. Voilà. Donc, de toutes les façons, on attendra également vos réactions tout à l'heure. Mais il faut bien l'analyser. Fondamentalement, cette histoire pose un problème réel. Comment ne pas aussi replonger? Parce qu'on peut bien se demander quelles sont les garanties qu'elle ne pourra pas replonger. Mais surtout, comment se défaire de son passé afin d'avoir une vie agréable, une vie de couple normale? Alors, sa crainte aujourd'hui, c'est que ses anciens clients soient les premiers à venir informer son homme en disant écoute, le choix que tu as fait là, c'est le choix où tout le monde serait passé par là. C'est ce qu'on appelle dans le village une sapac. Attention, voilà. Elle a peur de cela, mais veut quand même garder sa relation. Et c'est important. Il faut quand même le dire. Elle avoue qu'elle s'y est mise simplement parce qu'elle avait des soucis. Tout à fait. Elle avait des manquements. Et sa maman malade et tout ça à la fois. Ouais. Voilà. Bon, on se posera la question. Est-ce que c'était la seule issue pour elle également? On pourra en parler. Merci à vous, madame, monsieur. Comment vous comprenez l'histoire? Isabelle Carole Zopet ce matin. Quelle analyse vous en faites-vous? Je crois qu'on a affaire à une fille qui est plutôt lâche, à une fille qui est paresseuse, à une fille qui refuse d'assumer, à une fille qui n'est pas audacieuse, qui manque de volonté, à une fille qui est chauve d'esprit, à une fille qui n'a pas pris la vie du bon côté.
vraiment dire que non, je me suis lancée dans la prostitution parce que ma maman était malade et tout, vraiment, je crois que c'est un argument qui pour moi ne tient pas, même pas 3 secondes. Les gens que vous voyez exercer dans la rue ont connu des situations, connaissent même des situations. Il y a des étudiants à l'université qui, pendant qu'ils continuent d'étudier, travaillent. Bon, travailler, parce que si vous attendez toujours travailler, être, je ne sais pas, assis dans un bureau, avoir un climatiseur et tout ce qui va avec, vraiment, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais tout a un départ. Moi, je crois que c'est un raccourci qu'elle a pris, c'est un mauvais raccourci qui est aujourd'hui en train de la rattraper et qu'elle tente de vouloir justifier. On ne justifie pas l'injustifiable. Ta maman est malade, tu as des petits frères à sauver, tu as une éducation également que tu dois sauver. Ma chérie, tu te bats. C'est de cette façon qu'il faut éduquer nos jeunes sœurs. Il faut se battre. La prostitution, vraiment, il y a un lot de conséquences. Et les maladies, et vraiment tout ce qui va avec. Encore que c'est un milieu où l'alcool, cocaïne et tout ça, meurtre et vraiment tellement de faits divers qu'on écoute tous les jours par rapport dans ce genre de milieu. Alors une fille qui a côtoyé ce genre de personnes, vraiment, je me dis, elle a tout simplement une envie pour certaines choses qu'elle n'a pas les possibilités de pouvoir avoir, mais elle se dit non, forcément en sortant avec X ou avec Y, je reste là facilement, je pourrais éblouir mes camarades à l'université et tout ce qui va avec. Ces étudiants qu'on retrouve, moi j'ai fait l'université de Douala où j'ai eu des camarades qui le matin avant d'arriver à l'école font ci, font ça. Je connais des gens dans mon environnement direct qui vendent les beignets le matin, des jeunes filles qui vendent les beignets le matin, qui vont à l'école l'après-midi et qui le soir vendent encore des beignets. Parce que la charge est énorme. Mais parce qu'on se dit dans la vie, surtout dans la vie d'une femme, il y a des choses que pour rien au monde, on ne pourrait échanger sa dignité. Et pour ça, vraiment, on est intransigeant. Mais cette dernière reprend conscience quand même. Elle se rend compte qu'elle a merdé. Elle veut se rattraper. Elle ne voudrait pas que son passé la suive aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle veut savoir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle puisse s'en défaire véritablement? C'est son passé. Je n'ai pas envie de dire des choses qui vont peut-être encore plus la choquer. C'est son passé qu'elle assume. Qu'elle assume ce passé. Aujourd'hui, le fait est fait. Moi, je dis que c'est un fait qui ne devrait pas être fait. Mais même il est fait, c'est déjà le cas. Ce qu'elle doit faire à présent, c'est de pouvoir dire, écoute, voilà. À qui? Encore que quand on on rencontre une nouvelle personne, je crois que ce sont les premières phrases. Je veux dire que dans les 2, 3, 4, 5 jours, ce sont les premières choses qu'on commence à aborder. Si toi et moi on s'est rencontrés dans un café ou je ne sais pas où, c'est comment tu vas, où tu habites où, qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu réponds? Ce sont des questions basiques, élémentaires qui arrivent même très vite. Donc je ne vois pas pourquoi c'est après même 6 mois qu'elle veut commencer à poser ce genre, ou encore à se poser ce genre de questions. Si elle estime que cet homme l'aime, encore qu'il faut savoir, est-ce que c'est une fille qui est prête à se lancer dans une relation amoureuse? Parce qu'il ne faut pas qu'elle nous donne du fil à retordre, ou encore à ce monsieur. Parce qu'il ne faut pas que vraiment il aime de tout son cœur et qu'elle prenne ce cœur pour aller se balader dans les milieux de prostitution. Ça devient très compliqué. Parce qu'elle peut tomber amoureuse de lui, certes, mais maintenant, elle n'arrive pas à se détacher de ce milieu parce que dès qu'elle va rester à la maison, elle a besoin de 5 000 ou de 10 000. Elle commence à dire que ouais, si je m'en vais voir Paul là, vraiment pour 30 secondes et tout, je suis sûre que je pourrais rentrer ça avec 15 000. Il y a toutes ces tentations qui peuvent l'animer. Donc je crois qu'il faut qu'elle réfléchisse sincèrement, qu'elle ne gaspille pas le temps de ce monsieur ou encore à elle-même son temps, qu'elle prenne le temps de réfléchir. Si elle veut se découdre de cet univers, qu'elle le fasse, c'est possible de le faire. On a vu des personnes qui se sont prostituées et qui par la suite vraiment se sont reconverties entre guillemets. Elle peut le faire. Et je crois que si c'est une relation plutôt sérieuse, parce qu'il faut savoir également si l'homme qui est en face est sérieux, vraiment qu'elle dise que c'est son passé, que ça reste dans le passé, et vraiment qu'elle essaye de construire un nouvel avenir. Cette dernière, je te semble être reconvertie, Dominique Audrey. Elle veut se reconstruire, elle veut se rebâtir, elle veut repartir sur des nouveaux chapeaux de roue, et elle souhaiterait effectivement donner une chance à sa vie d'être agréable, contrairement à celle qui est passée. Comment l'aider à se retrouver ? Je crois que le travail, la guérison, la thérapie commence d'abord par l'acceptation du mal qu'on peut avoir. Pour guérir, il faut d'abord reconnaître et accepter qu'on est malade. Je crois que la première étape est la faite. Et maintenant, sa guérison ne pourrait être complète que si la personne qu'elle a en face, son vis-à-vis, l'homme qu'elle aime, l'homme avec lequel, ou bien aux yeux, au travers des yeux desquels elle s'entrevoit pour l'avenir, l'accompagne dans ce processus-là. Je crois que elle ne devrait pas avoir de crainte. Si le monsieur l'aime autant qu'il dit, il devrait pouvoir lui pardonner. D'abord qu'elle ne lui a rien fait à lui personnellement. Elle ne lui a pas fait du mal à lui. Ce sont des choix qu'elle a fait dans sa vie simplement parce qu'elle était dans certaines situations. Il ne faudrait pas faire comme si on sortait de nulle part. Parce que dans notre environnement,
direct autour de nous. On a vu de jeunes enfants se retrouver abandonnés après le décès de leur père. Il y a même d'autres qui, malgré les avoirs de leurs parents, après le décès de ces derniers, on a tout pris et ils se sont retrouvés comme ça, sans faire les études, sans. Se retrouver une jeune fille qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de travail, à devoir payer une pension de 500 000 francs pour pouvoir avoir ses examens, c'est quand même les yeux de la tête que ça coûte. Oui, l'option qu'elle a choisie était facile, mais elle a choisi aujourd'hui et elle a eu ses diplômes. Donc là, maintenant, je ne pense pas qu'on n'a pas de jugement à émettre sur ce qu'elle a fait ou bien qu'elle n'a pas fait. C'est vrai qu'on ne juge pas, on apprécie d'une façon particulière. Est-ce que c'était le bon choix? Ce n'était pas le bon choix, mais le choix, il a été fait. Maintenant qu'elle a pris conscience et qu'elle a décidé d'être une femme nouvelle, on devrait plutôt l'accompagner dans ce processus-là. Parce que si on reste arc-bouté sur le fait qu'elle s'est prostituée hier et qu'elle pourra se prostituer aujourd'hui, on dira simplement d'un voleur que s'il a volé hier, il ne pourra pas voler demain, quand on sait qu'aujourd'hui dans des églises, des nouvelles églises, la plupart de ces pasteurs ont un passé assez tumultueux, mais aujourd'hui ils sont ceux qui prêchent, qui sont des pasteurs, des modèles pour leurs chrétiens. Donc oui, on a tous un passé, on a tous des cadavres dans nos placards, mais simplement parce que la vie donne une seconde chance aux gens, on devrait pouvoir lui donner une seconde chance à elle. Et Romains, dans son chapitre 4 également, parle du pardon en disant qu'on devrait tous se pardonner réciproquement parce que tous on est des pécheurs. Dans cette jeune femme, tout simplement, qu'elle choisisse les bons mots parce que également c'est déterminant la façon et les mots qu'elle va employer pour dire à son amoureux d'aujourd'hui. Le danger, c'est justement parce qu'elle a eu des clients. Elle a eu des clients qui sont très proches justement de ce dernier. Oui. Comment rassurer l'homme avec qui on vit? On veut vivre. Que écoute, vous imaginez quand même que je sache... En espérant qu'il ait déjà commencé à faire un check-up. Vous imaginez que je sache que ma femme, à la maison, a été la racine du deuil de tout mon entourage. Oui. Comment je vais vivre? Elle s'est prostituée simplement avec son corps. Ouais. Vous comprenez ce que je dis? Parfaitement. Simplement avec son corps. La plupart des femmes qui se prostituent, disons-le par contrainte, le font en se départissant de leur être profond. C'est le corps, vous dites très bien, mais comment allez-vous défaire le corps de l'esprit, de la mentalité? C'est possible et ça se fait. C'est possible et ça se fait. Parce qu'elle l'a fait par contrainte. Elle ne l'a pas fait à cœur joie. C'est même pas une... Parce que Elle l'a fait à cœur joie, si tu permets. Parce que une dame qui décide, ou encore une jeune fille qui décide de se poser parce qu'elle n'arrive pas à payer sa scolarité, j'aurais compris si elle avait même fait peut-être pour 2 mois. Ouais. Elle a eu ses 200 000 peut-être pour un fonds de commerce qu'elle a commencé. Maintenant, on vous parle d'une fille qui n'a aucune autre activité en dehors de la prostitution. Ça veut dire qu'au bout de ça, elle ne regardait pas plus loin que le bout de son nez. Sinon, elle aurait pris cet argent, elle l'aurait investi ailleurs. Et cette jeune fille en question aujourd'hui, en poursuivant les études, serait déjà chef d'entreprise. Quand je dis chef d'entreprise, on peut mettre tout dedans. Elle pourrait avoir un petit espace où elle est en train de vendre des vêtements, une boutique en ligne et tout ce qui va avec. Donc, il y a une absence totale de volonté, c'est tout. Elle prend plaisir à se... Mais Dominique, on pense quand même qu'il faut l'accorder une deuxième chance, non, Isabelle Caron? À tout le monde, on accorde une deuxième chance, mais il y a des choses qu'on ne justifie pas. N'est-ce pas? Voilà. Alors, mais non, on a quand même de comprendre, puisque c'est une question qui intéresse bien les femmes. Quel est le risque pour cette femme? Quelle est la garantie qu'elle ne peut pas replonger? Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Elle ne pourrait pas replonger parce qu'elle ne l'a pas fait par nymphomanie. Une fille qui veut tout le temps la voir, tout le temps. Elle a fait pour un but précis. Et la preuve, elle dit qu'elle a arrêté. Si elle n'avait pas de problème avec ça, si elle avait fait à cœur joie, elle n'aurait pas eu de problème de conscience. Moi, j'ai grandi dans un quartier où il y en a. J'ai grandi à Mini-Ferme, il y en a. Et on partageait le quotidien avec elle. Elles n'avaient pas de remords. Je veux dire qu'elles n'ont pas de remords. Elles vous partagent leurs expériences, elles vous présentent même pour la plupart leurs acquis. Mais cette jeune femme, justement parce qu'elle sait que le passé peut avoir un impact, vous l'avez dit, sur le futur, elle voudrait partir sur de nouvelles bases et dire à son homme, oui, j'ai volé avant, oui, j'étais une sorcière avant, mais aujourd'hui je suis une femme nouvelle, je suis une femme différente et je t'aime, c'est toi celle que je veux. C'est facile à gober chez la même Badiou.
Monsieur... Parce que là, on se demande quand même comment l'on pourra vivre avec une femme qui a été, entre guillemets, donc sans stigmatiser, hein, mais comment allons-nous vivre? Comment allons-nous avoir une quiétude? Michel Ngachou, j'ai écouté un verset de Romains. Oui, Romains 4. Voilà, Romains 4. Verset 7. Je m'interroge sur Dominique Audrey. Depuis 2 jours, elle nous envoie des textes bibliques. J'ai bien peur. Mais lorsqu'on va parler de la chrétienté, elle va nous mettre entre guillemets. Les chrétiens disent qu'il y a 3 types de péchés. Le péché originel, le péché mortel et le péché véniel. Donc il y a des péchés graves et il y a des péchés mignons, monsieur Michel Ngachou. Cette fille s'est prostituée avec l'esprit. Avec le corps, pas avec l'esprit. Donc, ça me rappelle cette phrase prononcée, attraper un dogme, mais laisser mon Seigneur, monsieur Michel, comme si Paul 6. Paul 6. Comme si on peut dissocier l'individu de l'autre. Chaque femme a un ex, des ex, ou alors une multiplicité d'ex. Dans chaque quartier, on a eu des filles qu'on appelait kenaveux. Des filles, le kenaveux, l'arachide du village. Okay. Oui, on a des filles au quartier comme ça que quand tu étais en manque, tu bipes, elle est là. Est-ce que c'est la prostitution? Point d'interrogation. Nous avons des filles qui sont même allées en mariage. En d'autres, quand tu bipes, elle est là. Est-ce que c'est la prostitution? Point d'interrogation. Vous avez des filles que vous rencontrez, vous dites, je ne sors pas avec un gars pauvre. Chaque fois que je viens, tu dois me donner mon argent de transport et ceci. Est-ce que c'est la prostitution? Pourquoi se permettre, c'est un guillemets, pourquoi se permettre de dire qu'on va commencer à juger une telle fille sur la question de la prostitution? Non. Je ne peux pas la juger au niveau de l'acte parce qu'il y a 3 déterminants dans la vie d'un individu. L'éducation, les prédispositions avec lesquelles il naît. Vous êtes dans une famille d'assassins. Parmi vous, vos descendants, il y aura des assassins. Il y a des prédispositions. Il y a l'environnement immédiat. Si vous avez grandi dans une famille de commerçants, monsieur Michel Ngachou, vous allez faire le commerce. Vous aurez ce sang du commerce. Vous avez grandi dans une famille des gars qui vont à l'ENAM. Vous n'allez jamais réfléchir, faire le taxi. Ce sera bureau. Les prédispositions de l'environnement. Il y a le dernier, monsieur Michel Ngachou, les facteurs de la vie. Les facteurs exogènes liés à la vie. On ne peut pas déterminer de choix. Quand vous retrouvez avoir un problème avec votre épouse à la maison, plus elle envoie des mots, plus ça gonfle, l'adrénaline monte chez vous. Et on ne sait pas, est-ce que c'est le guéridon que vous allez prendre? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, la chaise? Il y a plusieurs, ces facteurs se retrouvent à ce niveau. Donc, je ne vais pas la juger, mais ce que je vais juger, c'est le fait pour elle d'avoir fait 6 mois avec quelqu'un. Avant de dire. Avant, non, elle n'allait jamais lui dire. Elle a fait 6 mois. C'est une photo qu'elle a vue qui dit, hey, on va m'attraper ici. Comment je fais pour donner la vérité après 6 mois, monsieur Michel Ngachou? Voilà là où est l'interrogation de cette jeune fille. Voilà là où se situe son problème. Quand il m'a dit, la photo de tel, c'est qui? Ce monsieur, c'est qui? Oh, c'est mon meilleur ami, je ne fais rien sans lui. Ça, c'est mon frère avec qui je m'entends. Ça, c'est ma cousine. Monte, tu descends. D'abord, il faut que la semaine prochaine, on va l'avoir. Il faut voir. Et là, il se rend compte que c'est à lui. Si on lui avait dit, c'est un ami comme ça, ça ne te dérange pas, ça ne l'aurait pas aussitôt affecté. Mais ça l'affecte parce qu'elle sent qu'elle aura ces personnes tous les jours au quotidien de la vie. Comment je forme dans ce monsieur que j'ai posé l'acte, alors que bien avant, je lui ai fabriqué une histoire de Romains chapitre 4. Oui, monsieur Michel Ngachou, je lui ai fabriqué une histoire de Romains chapitre 4, où je lui ai dit, j'étais sainte, j'allais à l'église, je priais, j'ai commencé à souffrir, je vais à l'université, et aujourd'hui je veux lui dire, je me prostitue. Voilà donc là où les jeunes filles sont souvent prises au piège, monsieur Michel Ngachou, où vous voyez un gars qui part visiter une fille. Il arrive à la maison, il voit les photos de famille, toutes les photos là, les gens sont noirs, mais celle avec qui il est brune. Il ne prend pas la peine de demander que ça c'est qui. C'est un jour où il voit ses enfants noirs, là voilà son vrai teint quand elle était avec moi. Donc vous voyez, les gens aujourd'hui se lancent dans la sublimation de l'amour. La faute revient à ces garçons. La faute revient à ces garçons parce que lorsque vous décidez de vous engager avec une femme, il y a un ensemble de questions
d'enquête de moralité qui devrait être posée et par vous et par vos tiens. 6 mois sans mener une enquête et dire j'épouse la fille, je vis avec la fille, ça rejoint ce que Bompok disait, on court rapidement, on rassemble rapidement. On peut poser la question également. Il y a des garçons qui nous regardent ce matin, certainement, qui ne savent pas comment mener les enquêtes aussi. Vous qui semblez avoir la bonne expérience, comment mener une bonne enquête? Monsieur Michel, si je veux commencer à vous expliquer les théories de l'enquête de moralité, on va passer la journée. Parce que c'est tout un module à l'école du mariage. Non. Monsieur Michel, quand vous prenez, dès que vous rencontrez, je rencontre une femme comme Dominique Odro-Yangalek. En 2 semaines, je l'ai déjà observé, je vois ces tendances. Je l'amène d'abord vers la doyenne des filles de la famille. La doyenne des filles de la famille qui a suffisamment vécu, je la laisse en sa compagnie. Si elle a des propensions pour l'alcool, des propensions pour les sorties, des propensions, celle-là, elle va détecter à l'immédiat, elle me souffle qu'elle aime trop la vie, elle aime ceci, elle se réveille à 9h, elle fait. Il y a des observations. Plus la fille est posée, il y a des aînés dans la famille vers qui vous amenez et qui jouissent de cette confiance qu'ils vous diront. Je dirais pour terminer, et là pour terminer, la femme est comparable à une plage. Ne vous demandez jamais qui s'est baigné, qui a utilisé, qui s'est bronzé et qui se bronzera. Occupez votre partie et taisez-vous. Sacré Charles Amel battu ce matin. Mais je voudrais quand même mon Bengal, puisqu'au-delà de la question, des interrogations posées sur ce plateau, comment sauver nos enfants, comment amener nos sœurs, parce qu'il n'y a pas que les filles dans la prostitution aussi, hein. Il y a des garçons qui sont investis aujourd'hui, c'est devenu une criard. Comment amener nos Africains, nos Camerounaises et Camerounais à quitter la prostitution? Est-ce que vous qui êtes traditionnaliste, vous avez, je vais dire, des solutions pour qu'elles puissent en sortir? Parce qu'il y en a parfois à qui vous posez la question, mais pourquoi tu t'y retrouves? Elle te dit carrément, je ne sais pas ce qui m'y amène. Parfois, c'est la vie qui a été difficile qui l'amène. Mais le sage, qu'est-ce qu'il peut dire à ses enfants pour qu'elles ne s'y investissent plus aujourd'hui? C'est très difficile parce que nous avons 42 lois. Les chrétiens en ont que 10, je pense. Ils n'arrivent pas à appliquer les 10. Nous en avons 42. Les 42 lois de la Mahat. Oui. Là, ça vous amène à ce que Isabelle Carole disait tout à l'heure. En toute chose, j'ai jugé, j'ai choisi ce qui est bien. Choisir ce qui est bien. Or, c'est difficile. Ça amène d'abord à éduquer le jeune enfant à utiliser les 2 parties de son cerveau. Il y a la partie gauche qui est portée vers les effets mécaniques, la partie droite qui est portée vers la réflexion. Bon, là, les Occidentaux ne savent pas ça. Il faut utiliser au même moment les 2 parties du cerveau. C'est ça, à la longue, qui amènera à vite découvrir ce que vous appelez en termes rébarbatifs le paradigme de l'opération mentale qui coordonne la rationalité humaine. Mais vous le jugez souvent par les pratiques des enfants, vous les observez, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que Charles Amel disait tout à l'heure. Pour l'histoire, ça veut dire quoi? Papa meurt vite. Le frère de papa meurt vite. Ça veut dire qu'il y a un problème de karma dans la famille. C'est comme ça que les jugements commencent quand vous voulez intégrer une famille. Effectivement. Sa maman a beaucoup accouché. Ça veut dire que c'est une famille on peut soupçonner qu'elle va beaucoup accoucher. Il n'y a pas de gens stériles dans la famille. C'est comme ça qu'on commence à voir. Maintenant, pourquoi il meurt vite? Et on regarde l'hypertension, quoi. Donc, c'est tout ça. C'est ce qu'on appelle, parce que chez nous, Africains, on ne dissocie pas la spiritualité de la vie. C'est d'ailleurs ça qui oriente tout. Mais nous, là, c'est au niveau des observations. Nous avons les problèmes. Dans les relations. Parce que nous avons les problèmes avec les appréciations que vous apportez. Vous avez vu comment Charles Amel a développé tout à l'heure. Qu'on appelle position. Nous, on a vite fait de dire que j'ai sauté. D'abord, les filles ne se prostituent pas parce qu'elles ne sont pas lesbiennes. C'est bien les hommes qui vont les trouver là où elles sont. Et les hommes payent le service. Bon, qui est donc prostituée? C'est la fille ou c'est l'homme? Vous voyez, nous, on ne pose pas le problème comme ça. Effectivement. Puisque si elle se retrouvait seule dans la rue et que les hommes ne seraient pas venus, elle serait restée là dans le froid ou le soir, elle serait rentrée. À la maison. Bon, est-ce que les hommes qui viennent maintenant solliciter les services ne peuvent pas dire, bon, ma fille, il drague bien, la fille dit non, je ne monte pas sur toi, mais ma fille, je sais que voilà, 10 000, bats-toi.
Bah toi, après avoir raconté l'histoire, c'est une invitation dit, justement aux hommes oui, qui c'est pas une bonne vont option, parce que justement, tu risques de tomber sur un maniaque, tu risques de tomber sur un sectaire, tu risques de tomber sur un gars qui a 3 ventres comme moi, qui peut sucer ton énergie, qui peut, ouvre même, je ne sais pas, un petit comptoir de condiments verts, mais quelqu'un là, voilà comment les vrais hommes fonctionnent. Parce que justement, nous, Africains, contrairement à ce qu'on vous dit, on sait que c'est la femme qui porte l'humanité. Donc, il ne vient à aucun bon Africain de chosifier la femme. D'abord, regardez comment elle même ça, petite maman, petit, voilà, ma femme, c'est un peu ça. Mais c'est l'occidentalisation qui nous a amené ces termes-là. On peut payer les services, d'abord j'ai l'argent. J'avais dit que Moto parlait, l'homme vient de là-bas, le gars vient avec un super saloum à la sortie de l'école, il prend les filles et tout, il l'amène. Donc, le problème, c'est qu'on revienne dans nos traditions. D'abord, les traditions peuvent sortir, non ça? Oui. D'abord, regardez le comportement du petit frère de papa avant son décès. Son frère est mort, il prend. C'est comme ça que ça se fait. On se partage les enfants et on s'occupe d'eux. On ne doit pas dire qu'il s'occupait de la maman, parce que la maman aussi, on doit lui faire les rites de veuvage. Quelqu'un doit rester avec maman. Bon, voilà. Donc, oui, ça aussi. C'est la tradition. Oui, c'est connu. Tout à fait. Même si aujourd'hui, les femmes ne sont plus d'accord. C'est un tout. On ne peut pas prendre les enfants, on laisse maman. Il faut d'abord que maman soit encadrée, parce que les enfants peuvent être dispersés dans le plein de membres de la famille, tout comme les enfants peuvent être à côté de maman, et on apporte de l'aide. Ça dépend de comment les familles sont organisées. Donc ici, je pense qu'elle doit dire à son mari, à son amant, que comme tu vois, j'avais été contraint à dire la vérité, contraint à faire un certain nombre de choses, sans lui dire que j'ai vu tel sur ta photo, vraiment. Mais c'est déjà malsain de sa part. Il va découvrir l'homme. Oui, il découvrira, mais il va lui dire... Non, elle peut. Est-ce que l'homme, c'est le type à découvrir en disant, écoutez, il faut... même si l'information lui est renvoyée par la suite, il dit, je sais, j'ai accepté, et puis je vis avec elle. Non, on attend. Je veux dire, dans le partage, dans la complémentarité, dès lors qu'elle a dit à son amant que, comme tu vois, il m'avait été amené à faire ce genre d'activité, et le gars va dire, si sa rationalité vient en sorte qu'il l'aime, va dire non, et c'est le passé, il ne va plus. Demain, même si un de ses amis dit, ta femme là, j'avais ce... D'abord, l'homme vrai bantou ne dira pas ça. Il ne dira pas ça à son ami que ta femme là, j'ai sauté dessus, non, il ne dira pas. Il ne peut pas le dire. Mais les occidentalisés, comme ils aiment avoir le pantouflisme et tout ça, ils peuvent commencer à dire ça, oubliant qu'il va briser l'union de son ami. Donc, il ne pourra pas le dire. Mais à elle de dire la vérité à son amant pour voir si le gars l'aime vraiment. Ils vont Merci ensemble. beaucoup. Merci infiniment, Bon Bengan, pour vos appréciations. Vous également qui nous regardez ce matin, nous vous lirons tout à l'heure sur la page Equinox TV, sur Facebook ou encore avec vos messages renvoyés par SMS. Merci de rester sur Equinox. Je m'interroge ce jour sur la question de la crise sociale au barrage de Nachtigal dans ce pays. Le chantier de construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal, situé à une 50aine de kilomètres au nord de Yaoundé, tourne au ralenti depuis le 1er mars 2021 à cause de 7000 ouvriers du plus grand barrage du Cameroun en colère. Troisième mouvement d'humeur depuis le mois de février 2021. Comment comprendre que cette gangrène, dont les métastases ne cessent de se déployer sur l'ensemble des grands projets de ce pays? Au Lembe, on a eu souvenir de l'ensemble des couacs observés dans ces lieux.
Les travaux de construction du barrage de Nachtigal, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale camerounaise, sont ralentis depuis bien de jours par des mouvements d'humeur des ouvriers. Ferrailleurs qui travaillent à la déviation du fleuve Sanaga, conducteurs de grues, maçons et coffreurs sont aux abois sur le chantier à cause des mauvais gestionnaires. Qu'est-ce qui arrive au projet de construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal au Cameroun? Les ouvriers réclament leur salaire normal et les primes avenant selon les cahiers de charges de ces 10 projets, tels que les primes de non-logement, les primes de nutrition gratuite, les primes de ration avec rappel intégral, la question du respect des contrats par l'entreprise principale et ses sous-traitants, revoir la pression au travail, le mauvais management des équipes, les disparités salariales. Comment comprendre que là-bas, les logements sont réservés aux cadres, composés en grande partie du personnel expatrié? Et pour couronner le tout, le bail du système de pointage électronique qui aurait dû inspirer de prendre compte ou en compte le pointage manuel. Le personnel est très en colère. Il se demande pourquoi une telle situation les arrive, pourquoi sont-ils appelés à le vivre malgré la somme des requêtes adressées à l'endroit des sous-traitants avec qui ils sont en contrat et l'entreprise en elle-même. Pourquoi sont-ils tant maltraités? Pourtant, au sein de ces équipes, il y a, ou parmi ces ouvriers, il y a des ingénieurs assez compétents pour gérer la situation. Ces travailleurs exigent une augmentation de salaire net à hauteur de 65%. Le calcul des salaires du mois de janvier sur la base du pointage manuel et le recours au pointage manuel en cas de défaillance du pointage électronique. Et ils dénoncent le non-respect par l'employeur des résolutions de la concertation entre les délégués du personnel, les responsables de la société camerounaise de construction du barrage de Nachtigal et la délégation régionale, départementale du travail et de la sécurité sociale en réponse à leurs multiples grèves. Pourquoi dans ce pays, tout ce qui est grand projet, tout ce qui se rapporte à des milliards, finissent toujours en queue de poisson? Jamais on ne livre. Quand ce n'est pas l'entreprise, c'est les multiples grèves. Quand ce n'est pas les grèves, on se retrouve à une question de primes. Non-paiement de primes, non-respect de contrat. Quand est-ce que ce pays va-t-il changer? Quand est-ce que ce pays aura véritablement des dirigeants comptables de l'ensemble des performances? Comment comprendre les doigts accusateurs des ouvriers du projet dirigeant à l'endroit des membres du gouvernement dont on dit avoir gagné des marchés sur le projet? Ils sont 2 membres du gouvernement accusés d'avoir des entreprises qui ont gagné des marchés de sous-traitance, de 4 notamment entreprises de sous-traitance appartenant à 2 membres du gouvernement qui se partagent le gombo au détriment de ces pauvres ouvriers. Membres du gouvernement taxés d'être propriétaires des entreprises soumissionnaires de services ou de sous-traitance dans ce projet de construction et qui se refusent à payer littéralement comme il se doit les employés. Comment comprendre qu'ils ne réalisent pas que ce mouvement d'humeur des ouvriers sur le chantier du barrage de Nachtigal, d'une capacité de production de 420 MW, renforcera les craintes sur le non-respect des délais de livraison de cette infrastructure, où c'est un objectif recherché afin de gaspiller des sous, parce qu'on sait qu'au Cameroun, on a arrêté un projet. La preuve, allez voir les différents barrages. Le barrage hydroélectrique de Mekin, on en est où? On est parti d'où pour se retrouver à où avec ce barrage en termes de coût? Finalement, on nous annonce que ce sera entre 2023 et 2025 que le barrage d'Hydro-Mekin sera
mis à disposition des populations. On se retrouve donc ici à comprendre, à travers le barrage de Nachtigal, qu'il y a des volontés pour que rien ne marche. Sinon, comment comprendre qu'à peine le gouvernement avait-il réussi à désamorcer la grève sur le chantier du barrage de Nachtigal le 12 mars 2021, que l'entreprise CCN, principal sous-traitant de la société du projet Nachtigal, a décidé par note du 15 mars de mettre le personnel en chômage technique partiel. À ce jour, l'accès du site a été bloqué, n'ayant pas permis que l'on draine et pompe les eaux de pluie quotidiennement, comme cela devrait se faire. Plusieurs parties d'ouvrage ont été inondées, les pompes électrogènes ont été sabotées sur cette même période, les chambres froides conservant la nourriture avariée ont été désinfectées et réapprovisionnées. On parle même de Covid-19 et patati et patata, malgré l'intervention du ministre de la Sécurité et du Travail social sur les lieux, ou du Travail et de la Sécurité sociale sur les lieux. On a réussi, il a réussi, dit-on, à débrayer, à casser le mouvement de grève, mais sur le fond, tout est au ralenti, tout tourne au ralenti. Ils veulent leur argent, ils veulent l'argent qui a déjà été décaissé. Conséquence, ce qui devrait être livré en 2023 prendra encore du temps. Un bon temps, parce que certaines personnes prennent du temps, dans le meilleur des temps, à se servir à temps de l'argent du peuple. Dans le meilleur de leur temps. Dans le meilleur de leur temps. Parce que le temps du peuple n'est pas leur temps. Voilà. Donc ils pensent à eux, ils ne pensent pas au peuple. Voilà. C'est important de préciser cela. Merci beaucoup, monsieur Charlemagne Bathiou, parce que là, c'est très grave. Vous mettez bien évidemment le pied dans une fourmilière. L'affaire Nachtigal aujourd'hui, qui éclate depuis des mois. Les grèves à répétition, malgré la nomination d'un nouveau directeur général à la tête de ce barrage de Nachtigal, qui a pour objectif justement d'éteindre la grogne des employés qui est pressante depuis des mois aujourd'hui. Mais il est important qu'on puisse mieux nous comprendre, savoir où est le problème fondamental aujourd'hui. Parce que à observer, à lire les nombreux articles, à regarder l'actualité en permanence autour de l'affaire Nachtigal, est-ce qu'on ne peut pas dire fondamentalement que le chef de l'État lui-même, Paul Biya, qui lui est au devant de toutes ces infrastructures, a choisi délibérément d'abandonner les Camerounais qui y travaillent. Ne peut-on pas indexer tout de suite le chef de l'État en disant « Monsieur Paul Biya, concernant le barrage Nachtigal, vous qui avez pris des engagements pour le peuple camerounais, pour ce projet qui peine certes à être rendu au peuple en lui-même, et pour ceux qui y travaillent en tant que Camerounais, ils se rendent compte que vous leur avez menti et ils sont abandonnés. » Je pense que votre question, c'est la question fondamentale. Et on va donc comprendre pourquoi M. Nyat Ndifendi est reconduit là où il est, malgré l'état qu'il a. En fait, il est de Nachtigal, c'est qu'il est de l'homme pangard, de tout ce que vous voyez, tous ces barrages, de Memveleux, de grand Ewen, petit Ewen, et tout ça, et tous ces barrages-là. En fait, la procédure était la suivante. Après son lolo, il fallait faire son don. Son don, c'est à côté de Déa. Oui. Et aller, ainsi de suite. Au cours d'une réunion, quelqu'un a dit, pourquoi faire tous les barrages et les bassins? On a dit, je le connais, il est encore vivant. Mais bon, c'est pas ça. Le véritable problème est le suivant. À l'UQAM, commence à poser les problèmes de manque d'énergie électrique. Parce que quand on crée la SONEL en 1974, Péchiné était déjà là depuis longtemps avec le groupe. Donc, le barrage de Déa à l'UQAM avait pratiquement la moitié. Et commence donc à avoir un projet d'extension de son usine. Et il lui faut de l'énergie électrique. Mais n'est plus suffisante. Il faut donc construire des barrages. Nyat fait une étude, et là je l'apprécie parce qu'il faut aussi, on a l'habitude de dire ici que non, vous là-bas, vous ne voyez que ce qui est mauvais. Nyat fait une étude en intégrant, d'abord l'étude est coordonnée par l'électricité de France EDF et Hydro-Québec. Ils sortent un document, Atlas du potentiel énergétique du Cameroun. Tout est dedans. Il propose au président Biya de lui permettre d'augmenter de 1 franc le prix au kilowatt par mois. 1 franc.
il va mettre l'électricité même sur les arbres. Il parle Nyat, il est encore là. Il est vivant. C'est en 90. Il lui dit, il n'y aura plus un problème, le Cameroun aura de l'électricité même sur les arbres. Et il va vendre de l'énergie électrique. Paul Biya lui dit, laisse ça tomber, viens en politique. Pour vous dire, nous qui étions dans certains secrets, Nyat s'était fâché, effectivement. Il s'était fâché, mais pour que son ami lui montre que, de toutes les manières, les fâcheries du cafard, la colère du cafard ne fait rien à la poule. Il lui dit, bon, tu vas me conduire les listes dans les hauts coups des élections législatives en mars. Comme ça, donc, Nyat est élu député en 92, en mars 92. Il est même nommé vice-premier ministre. Voilà comment le projet sont gâtés. Aujourd'hui, je pense, je ne sais pas s'il y a Lucam vit encore. Péchiné est parti, Rio Tinto arrive, est-ce que Rio Tinto est encore là? Bon, Lucam bat de l'aile. Vous voyez donc comment, non seulement Lucam est en train de fermer, il n'y a plus assez d'industries qui sont branchées à la haute tension. Parce que pour parler de l'énergie... Là, vous êtes allé dans le fond, Bonbon. Non, c'est là, votre question, c'est ça. Parce que, en fait... Ça veut dire que fondamentalement... Je suis là comme Cancan. Donc, moi, j'aime le commerce de gros. Vous ne connaissez pas le détail. Non. Donc, fondamentalement, je vais arriver si nous n'avons pas d'électricité au Cameroun, c'est une volonté de Paul Biya, président de la République. Cherchez ce document, Atlas du potentiel énergétique du Cameroun. Fait par Hydro-Québec. J'avais d'ailleurs interpellé le gouverneur de la région du littoral parce que pour une fois on m'avait sollicité là, et on s'était rendu compte que pour faire le barrage Grand Ewen, les autorités, comment vous appelez, les auxiliaires d'administration, il y a un certain moment, comme il y a les bambons, il faut les solliciter. J'ai dit au gouverneur, il va du bois, quand même. Si c'est ce projet-là, il faut dire que les bambons ont refusé le développement. Parce que prenez ce document de Nyat, c'est la deuxième personnalité de l'État. Il avait proposé qu'on pouvait faire ces barrages de manière séparée. Voilà. Et avoir le courant énergétique. Donc, on entre donc dans un système de prédation. Vous savez que à la MAP, on n'a jamais indemnisé la population. Or, Nyat a payé au moins 3 fois les indemnisations de la population. Voilà, là, ça vous surprend. Il avait payé avec l'argent de la Sonel. Mais l'argent n'est jamais arrivé. Incroyable. Aux bénéficiaires. Donc, c'est les mêmes choses qui se passent avec Natigal. D'abord, vous étiez avec c'est Memvele, avec partout. Avec Menkim, avec Lompanga, partout. C'est les mêmes choses. Donc, même ce qu'on veut faire avec Grand Ewen, qu'on veut associer à d'autres barrages, ça ne peut pas. Ou on va faire disparaître 127 villages. L'argent viendra d'où? Donc, ici, je vous dis, et je vous réponds clairement, c'est le président Paul Biya qui a refusé qu'on ait de l'électricité au Cameroun. Voilà. Parole de Mbongo Bengan Kandji, madame, monsieur. C'est le président Paul Biya qui a refusé qu'on ait de l'électricité au Cameroun. À très vite. Bon retour, mesdames et messieurs, sur notre antenne. Vous êtes sur Equinox avec 10-12. Le Zénith, c'est votre talk show qui chaque jour vous accompagne sur notre antenne. Mais écoutez quand même, au-delà de la colère exprimée par Charles Mbachou ce matin sur l'affaire concernant le barrage de Nartigal et les nombreuses plaintes et revendications qui ont cours dans cette entreprise, en réalité, qui doit naître dans les jours à venir, ils sont de plus en plus nombreux à se poser des questions. Comment peut-on repousser véritablement les compétences nationales pour faire confiance aux expatriés? Comment peut-on gérer très mal les Camerounais qui y travaillent aujourd'hui, d'ailleurs des ingénieurs pour la plupart, qui ont des compétences avérées, et faire confiance à ceux qui n'en savent pratiquement rien. Alors, au-delà de la question, qui sont ceux véritablement tapis derrière l'affaire Nartigal aujourd'hui? Qui sont ceux qui laissent croire que le chef de l'État suit bonnement l'activité, l'évolution de ce projet dans sa globalité, alors qu'en réalité, il tente tant bien que mal de tirer des subsides autour. Qui sont ceux qui ont choisi de changer les nombreux directeurs généraux à la tête du chantier de Nartigal aujourd'hui et qui ne voudraient pas voir des Camerounais se sentir bien dans les travaux bien menés par le Cameroun?
Comment vivent-ils, ces employés, ces ouvriers, ces ingénieurs qui sont à la base du projet aujourd'hui? Comment ne pas comprendre véritablement qu'il faut tout faire pour sauver ce barrage et permettre au Cameroun d'être développé avec son électricité, comme c'est le cas en même temps? Madame, Monsieur, c'est tant de questions quand même qui nous donnent des matières à réflexion, mais fondamentalement, qui est celui-là, connu de tous, qui tire les ficelles derrière? Bon, avant de vous relancer sur la suite, je voudrais bien le dire. Comment peut-on choisir au Cameroun, dans un projet comme le projet de construction de barrage de Nachtigal, de mettre de côté les compétences nationales et de faire confiance aux expatriés qui n'en savent rien forcément et même pas des compétences sur le terrain aujourd'hui? Oui, parce qu'on a donné le privilège aux anciens étudiants de l'ENAM de gérer le pays, c'est tout. Si on ne trouve pas quelqu'un de l'ENAM, un ancien de l'ENAM, ces aînés de l'ENAM qui sont dans la haute administration vont vous chercher quelqu'un à l'extérieur. C'est fait comme ça. Et précisément, je vous avais dit que chez nous, c'est lié. C'est-à-dire le même mauvais cœur, pour parler comme au Cameroun, qui avait amené les fonctionnaires du ministère en charge des sports de ne pas chercher de Camerounais pour entraîner l'équipe nationale parce qu'ils gagneraient beaucoup d'argent. Parce que mieux vaut chercher les expatriés pour entraîner les lions indomptables. C'est le même mauvais cœur qui est dans toute l'administration publique. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Donc, je vous dis, nous sommes sortis des liens, j'ai la même promotion. Lui, s'il va entraîner les lions indomptables, il aura un salaire de plus de 10 millions. Et moi, je suis encore en catégorie A2, indice, donc je serai dans les 350 000. Dis donc, mais je ne peux pas accepter ça. Le bêta, un étranger, un expatrié blanc, c'est le même comportement. Alors, fondamentalement, aujourd'hui, quand même, au niveau de Nachtigal, c'est qu'il faudrait trouver une résolution. Malgré la descente du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, rien n'est fait. Les employés sont encore aux abois et demandent à ce que leur situation soit rétablie, malgré les promesses d'argent de taxi qu'on leur a promis aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut gérer un tel projet avec une telle légèreté au Cameroun? Mais justement, dès lors que le chef de l'État a désorienté les objectifs de la SONEL, aujourd'hui, il n'y a plus, c'est le tatillonnement, c'est la débrouillardise. Et les hauts fonctionnaires tiennent donc le haut de pavé, le commandement, et gèrent comme ils veulent, comme des échoppes de quartier. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, comme Ateba Yéné, Charles Ateba Yéné, de glorieuse mémoire, le rappelait encore, c'est la République des réseaux. Si tel réseau a eu le privilège d'entrer à la présidence de la République aujourd'hui et d'avoir causé avec lui en une minute, il vient, il imagine, il nomme les gens de son réseau, un autre, parce que bon, peut-être a été désavoué, il vient, prenez le cas. Vous vous rappelez sûrement, après un conseil d'administration du chantier naval, le ministre Nkili, non, je pense que c'était M. Bayiha qui représentait la SNH au conseil d'administration du chantier naval. On fait de lui le directeur général du chantier naval. Adolphe Moudi qui vient dire que non, il ne va pas. Vous n'allez pas l'installer. Vous ne l'avez pas. Si il était comme ça, le président de la République m'aurait dit. Effectivement, il n'a jamais été installé. Et également, l'entreprise parlait de comment on l'appelle, l'aéronautique civile. On a changé un directeur général. Apparemment, le président n'était pas au courant. Donc, c'est une attitude des réseaux. Voilà. C'est ça qui se justifie là. Et même Sonatrel, pour être proche des barrages, Sonatrel est dirigé par un ancien de l'ENAM. Les compétences nationaux qui sont là, directeur adjoint. M. Mbemi Nyanga. Voilà, ouais. Le DGA, les chargés de production et tout. Voilà les gens qui maîtrisent le transport d'énergie électrique. Pourquoi ne leur confie pas la Sonatrel? Donc, c'est peut-être pour comprendre ce cheminement et que là, il faut le dire pour le saluer quand il est encore vivant, que M. Nyat Ndifendi, pour ça quand même, il avait donné un canevas technique appréciable. On va certainement revenir de toutes les façons. Alors, Isabelle Carole, on se pose vraiment tant de questions. Comment peut-on, dans un pays comme le nôtre, avoir un projet de barrage, de construire un barrage dont on connaît bien sûr l'importance aujourd'hui, mal gérer les employés autant, premièrement. À côté de ça, je posais encore la question à un moment tout à l'heure, des gens qui n'ont forcément pas de compétences, qui partent d'ailleurs, qui viennent travailler chez vous.
Mais sont ceux-là qui vous matent et ne vous laissent pas travailler. Peut-être pour finir, comment expliquer que ce soit les Camerounais eux-mêmes, tapis dans l'ombre, haut placés, on va dire autour du chef de l'État, qui choisit de tirer les ficelles derrière et de ne pas permettre que le projet évolue. Finalement, c'est quoi le Cameroun? C'est le Cameroun tout simplement parce que ce sont des problèmes qui sont tellement récurrents, peu importe les chantiers, on ne peut pas le faire et achever sans qu'il y ait vraiment des remous, sans qu'il y ait du grabuge, sans que les gens ne viennent poser un problème. Et maintenant, en ce qui concerne bien sûr cette centrale hydroélectrique, il faut quand même parler, qu'est-ce qui est à l'origine des grèves? Non-respect du contrat de travail, mauvaises conditions de travail. C'est quand même curieux. Comment ne pas respecter un contrat? Qu'est-ce qui bloque? On parle quand même d'un chantier où on fait allusion à 786 milliards de francs CFA. Pourquoi ne pas respecter le contrat de travail? Encore que ces gars, ils ont combien à longueur de journée? Par jour ou par mois? Quel est le salaire qu'ils ont? Pourquoi ne pas respecter ce contrat de travail? Parlez pas qu'on ait l'impression qu'on aura pitié d'eux. Non, non, pas avoir pitié, parce que c'est ce qu'ils méritent d'avoir et voire même plus. Voilà. Parce que non seulement le peu qui est même dans le contrat, oui, vous aurez tel montant, vous ne l'avez même pas, mais pire encore, il décrit les mauvaises conditions de travail. Et on sait bien qu'on est dans un chantier. On sait très bien tous les risques auxquels on est exposé. Et on vous parle quand même, bien sûr, d'une centrale hydroélectrique. On sait bien qu'il faut encore plus faire attention. Donc, ce sont des choses quand même à éviter. Et ce qui choque, c'est d'abord sur ces deux problèmes sur lesquels reposent d'abord ces problèmes. Mauvaises conditions de travail, pour moi, ce sont des choses qu'on ne devrait pas évoquer. Non-respect du contrat de travail, ce sont des choses qu'on ne devrait pas évoquer. Encore qu'on est dans une situation où le Cameroun, nombreux Camerounais, on parle de délestage à longueur de journée sur la toile et un peu partout. Tout le monde est victime de cela et ça paralyse bien plus l'économie. Alors, si on a la chance aujourd'hui d'entamer un chantier comme celui-ci, où on vous fait quand même savoir il va bien sûr augmenter l'offre d'électricité de 420 MW. Je crois que c'est quand même quelque chose qui devrait permettre de booster même ce chantier. Oui, mais de pouvoir ça c'est peut-être l'objectif. Ça, c'est l'objectif. Mais comment comprendre aujourd'hui que ceux qui travaillent sur ce chantier soient mal gérés, que les contrats ne soient pas respectés? Et ce qui est curieux, c'est que le ministre du Travail, certes, est descendu, mais rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui. Rien n'est fait parce que lui-même, il est conscient de la situation. Parce qu'on prend un marché pour offrir à telle personne. Et celui qui fait passer le marché a forcément quelque chose dans ce marché. Et tout ça, c'est bien sûr un ensemble. C'est un circuit. Sinon, vous n'allez pas me dire que vous qui êtes ministre du Travail, c'est du folklore, vous descendez. Oui, c'est simplement pour faire les habillages. Pour qu'à la télé, bien sûr, quand on passe une information, qu'à la fin, quand même, on essaye de dire que non, le ministre est quand même descendu sur les lieux. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a même pas besoin de descendre sur les lieux parce que ça doit être fait. Et si tel n'est pas le cas, on passe à des sanctions. Depuis lors où on vous parle d'un tel chantier, combien de grèves? On vous parle des grèves à répétition. Ça veut dire que jusqu'ici, même s'il est arrivé et qu'il y a un semblant d'entendre, on fait savoir que non, les travaux ont repris, vraiment ce n'est que sur une courte durée parce qu'on sait très bien qu'au fond, le mal n'est pas résolu. Dominique Audrey, il faut faire quelque chose quand même. Est-ce qu'il faudrait au plus vite interpeller le chef de l'État ici, trouver des moyens de lui dire que malgré, bien sûr, on va dire, son âge, Monsieur le Président de la République, vous avez instruit, rien n'est fait. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de quoi? Non, l'âge n'a rien à voir, je trouve. Bon, dit-on, il est encore compétent, il peut faire des choses. On espère qu'il nous regarde ce matin comme il le fait d'ailleurs chaque matin. Est-ce que lui peut se lever là maintenant et dire, je veux comprendre l'affaire Nachtigal et le résoudre dans les 24 heures? Non, il ne le fera pas simplement parce qu'il a délégué cela à d'autres personnes. Voilà. Il ne le fera pas. Il a dit, ok, Ngachou, je vous confie ma voiture. Je veux qu'elle soit propre. Si vous allez laver ça dans la boue, dans l'eau boueuse, dans l'eau minérale, dans l'eau du robinet, dans l'eau de la source, il ne veut pas savoir. C'est tout. Il a donné, il a tourné le dos. Donc, il a signé, il a fait délégation de signature, effectivement. Tout simplement. Donc maintenant, ici, il sait simplement qu'il y a des barrages qui sont en train d'être faits. Comment c'est fait? Il n'en est plus. Comment le réveiller, comment l'interpeller malgré ces délégations de signature en lui disant, Monsieur le Président de la République, vous avez délégué une signature, voilà ce qui est fait. Au moins, quel est le compte rendu qu'on lui fait, lui? Vous et moi, on est d'accord qu'on ne peut pas avoir la possibilité de le toucher directement. On a des voies de contournement. Pourquoi est-il si loin du peuple qui l'aurait élu? Entendons les élus locaux. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas passer par cette voie-là pour que eux, avec nous également, on puisse crier à corps et à cri et pour se faire entendre? Le projet de Nachtigal était très bon au départ, puisqu'on nous a dit qu'il y aurait environ 1500 emplois
direct qui allait être créé dans les 65 km autour, avec 65% des Camerounais qui devaient être recrutés sur le site. Après le début du lancement et tout, depuis le début de cette année, on observe qu'à répétition, des employés de ce chantier descendent dans les rues, manifestent. Et la dernière en date, je crois c'était le 8 mars, c'est le génie civil qui était exaspéré à cause de cela. Comment se fait-il que des gens qui travaillent aussi ardument, aussi durement, des travaux aussi durs, ne puissent pas être restaurés normalement? Parce que ça fait partie des choses qui répulsent ces personnes-là. Ils doivent être bien restaurés. Ils ont un problème de salaire. Et moi, simplement, ce que j'entends, vous avez posé la question tout à l'heure de savoir comment comprendre la disparité, le fait qu'on ne puisse pas prendre des gens ici pour pouvoir les gérer, mais simplement qu'on continue d'avoir le complexe du blanc qui est supérieur, qui a une certaine supériorité par rapport à nous autres ici. Et il y a également que, à force de mettre d'autres compétences, du moins des gens qu'on estime être compétents de par leur couleur de peau au devant, on a fait fuir tous les cerveaux du Cameroun. On a fait fuir tous les Camerounais qui étaient à même de pouvoir gérer ce genre de chantier. Et même pour ceux qui sont sur le terrain, on en accuse. Personne ne veut rien entendre. Regardez simplement la gestion du Covid. Mais quelle est cette folie? Qu'est-ce qu'on fait de ces Camerounais? Quelle est cette folie? Je ne sais pas si le mot est à sa place, Dominique Audrey. Quelle est cette folie justement pour le gouvernement en place lorsqu'il y a des projets, des chantiers importants pour la République, que le gouvernement choisisse d'écarter les compétences nationales pour faire confiance aux compétences étrangères, parfois, qui n'apportent aucune solution. Bombok vous dira que ce n'est pas de leur faute, c'est tous les accords qu'ils ont signés. À un moment, ils sont obligés de simplement obtempérer à tous leurs contrats et toutes ces choses-là qui ne dépendent pas forcément d'eux. Aujourd'hui, il y a le salaire. On a des Camerounais qui ont les compétences, même au-delà des normes, pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Mais quand ils regardent la modicité du salaire qu'on leur donne, et ça ne permet pas qu'ils puissent se reproduire, entendez, gérer leurs enfants, leur donner une même qualité d'avenir, ils sont obligés de partir et nous abandonner, comme aujourd'hui nous sommes là à l'abandon. Une virgule, je vous dis, et je pense qu'on l'avait dit ici, il y avait, c'est passé, c'est l'année dernière, il y a un câble souterrain qui était coupé à Bonanjo, qui était resté sans courant. Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, c'est un Camerounais qui avait travaillé à la Sonel, qui est spécialiste de cette affaire de câble souterrain au Québec. Il est sorti d'ici. Et quand il avait appris ça, il s'est mis à pleurer. Donc il travaillait ici avec le salaire qu'on lui donnait ici. Il a tout fait pour qu'on connaisse son expertise. On dit non, on n'en a pas besoin. Il a discuté ça au Canada, nous sommes là. Est-ce qu'on peut dire, permettez peut-être... Je ne vais peut-être pas citer son nom ici, la globalité, voilà. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que le Cameroun est géré par une caste de personnes? On a des dirigeants autocrates. Non, peut-être pas, mais c'est de la méchanceté. Ils ne font pas confiance aux citoyens. Attendez, mais... Parce qu'ils savent quel est l'enseignement qu'on nous donne ici. Doumba Fakoli nous a conseillé de changer de nom. Lorsque nous disons, par exemple, Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, c'est pas bien. Il faut dire que nous sommes dans des enclos coloniaux. Ou alors de dire que nous sommes dans des pays sous administration française ou anglaise. Là encore, ça peut se comprendre et ça peut mettre les citoyens dans un état de combat ou d'engagement. C'est un choix politique. Comment enlever ce choix politique? Comment vous pouvez imaginer? Vous avez un directeur de la Sonel qui dit au président de la République, Excellence, voilà comment, vous avez parlé de l'industrialisation du pays. Voilà le chemin que je propose pour qu'on y aille. On va seulement ajouter 10 francs du kilowattheure. Un barrage, la construction d'un barrage, c'est entre 4 et 5 ans. Je vais le faire. Il le fait en 90. Il n'avait pas l'âge, le président Kourbia n'avait pas l'âge qu'il a aujourd'hui. Donc, il a refusé de le faire. Et maintenant, il le prend, il le met deuxième personnalité de la République pour noyer le projet complètement. Et on donne l'énergie aux expatriés blancs. Alors que vous voulez industrialiser le pays. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, combien d'entreprises camerounaises sont branchées à la haute tension? Bonne question. Vous allez industrialiser quoi? C'est Paul Biya le problème, ou c'est ceux qu'on ramène sur le barrage qui font problème, ou c'est les Camerounais qui sont en révolte qui font problème? C'est ceux qui sont derrière tout ce groupe que vous avez présenté qui font problème.
Ceux qui sont derrière. Ceux qui ont les délégations de signature. Ce que vous ne voyez pas, M. Michel Ngachi, vous savez, le Cameroun est gouverné dans l'ombre. Le Cameroun est gouverné par des ombres, M. Michel Ngachi, qui tapissent malgré le fait qu'on veut nous parler d'une souveraineté. Pour comprendre le Cameroun, M. Michel Ngachi, il faudrait avoir parcouru les tomes 3 du film de Godfather, Le Parrain. Si vous comprenez ce film, vous regardez les tomes 3, vous allez comprendre Le Parrain. Je vais être surpris, ou peut-être vous serez surpris que je vous dise que les fonctionnaires camerounais, les hauts commis de l'État camerounais sont des terribles opérateurs économiques qui sont protégés par le statut de la fonction, M. Michel Ngachi. Je suis assis parce que j'ai le pouvoir du stylo, je crée des entreprises, je me donne des marchés, je gère mes marchés, je recrute, je fais les contrats, je définis comment. C'est moi qui viens encore arbitrer le match. Le juge est parti. Non, dès que ça va, entre 2 ans, Monsieur Michel Ngachi, quand vous parcourez Le Parrain, tome 1, il y a un individu qu'on appelle Luca Brasi. Il a une phrase qu'il emploie. Chaque fois que vous aurez dans une affaire un négociateur qui viendra le premier attraper, c'est lui la taupe. Finissez avec lui. C'est le principe. Vous dites quoi? Même dans les familles, méfiez-vous des gens qui s'entendent avec tout le monde. Méfiez-vous des gens qui disent que je n'ai moins de pouvoir avec personne. C'est les personnes là qu'il faut allumer. Voilà la politique du problème du barrage de Nantigal. Hein. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont juges et partis. Vous ne savez pas que c'est lui qui a l'entreprise. C'est lui qui recrute. C'est lui qui vous impose, qui ne respecte pas le contrat. C'est lui qui vous dit comment on va fonctionner. Quand vous commencez à dire, il y a le négociateur. Il revient et dit, calmez-vous. Calmez-vous. Ce barrage a connu 3 mouvements avec plusieurs négociateurs, plusieurs personnes qui sont venues arbitrer M. Michel Ngachi. Moi, je vous pose une question simple. Hein. On a eu le cas des dockers. On a eu le cas au chantier naval. On a eu le même ministre du Travail et de la Sécurité qui est descendu. A-t-on respecté? Jamais. Voilà la convention simple. Les dockers qu'on a dit. Est-ce qu'on a respecté? Jamais. Donc, M. Michel Ngachi, vous ne pouvez pas recruter des gars. Vous leur dites que vous aurez une prime de non-logement. On s'est dit qu'en réalité, c'était du folklore, la descente du Vous n'aurez pas de prime. Vous aurez des primes de non-logement. Vous aurez des primes de nutrition gratuite. Nutrition gratuite. Monsieur Michel Ngachi, posez-moi, vraiment, dites-moi, des gars qui travaillent jour et nuit. Parce qu'on dit le chef de l'État, il tient. Voilà des gens qui instrumentalisent le Cameroun avec le nom du chef de l'État. Rappelez-vous du gouverneur du centre par rapport à la grève à Olémé. Il a dit, messieurs, c'est le stade du chef de l'État. Vous allez faire. Non, il est interdit de faire la grève ici. Même si on ne vous paye pas. Imaginez, vous croyez dans quel pays? Vous allez vous retrouver à dire, les multinationales ne payent pas, les X ne payent pas. Alors que c'est vous le problème. J'aurais souhaité que tous ces hauts commis démissionnent, se servent dans de l'argent de la République aisément, que de se cacher derrière. Et le drame, c'est que vous avez des individus dans ces différents projets qui ont échoué lamentablement ailleurs, mais qu'on a ramené sous cap, M. Michel Ngachi. Oui. Ils ont lamentablement échoué ailleurs, mais on a ramené parce qu'on est X, parce qu'on est Y. On dit, vous n'allez rien faire, vous n'allez rien dire. Le travail est rare au Cameroun. Vous grevez, on vous vire, on récupère d'autres personnes qui viendront travailler. Voilà l'esprit. Comment est-ce qu'on peut construire une maison, M. Michel Ngachi? Même dans le schéma électrique basique, aucun électricien ne peut faire le travail d'un autre. Parce qu'il ne sait pas comment on a monté, il a fait son schéma, il a fabriqué. Chaque personne a son module. Vous vous rendez compte que les ferrailleurs décident de grever. Ce sont eux qui sont en train de travailler à la déviation du fleuve Sanaga. Les coffreurs grèvent, les maçons grèvent, les grutiers, ceux qui gèrent les grues, grèvent. Monsieur Michel Ngachi, le chantier a arrêté. Vous savez, il y a 2 ans en France, s'est posé le problème de la rémunération des enseignants du primaire. Et une comparaison, on s'est rendu compte que l'enfant, la maîtresse qui donne toutes les bases essentielles à l'enfant
est moins payé par rapport à l'enseignant du supérieur qui reproduit les mêmes calculs sous une autre forme. 1 plus 1 égale combien? 2. B, A, BA. En enseignement supérieur, on dit X plus X égale combien? On met 2X. Ça change quoi, monsieur? C'est l'enfant du primaire, l'enseignant du primaire qu'il faut rémunérer davantage. Je dis en France. Vous avez donc des gars qui sortent le matin, qui affrontent. Vous avez vu les ferrailleurs, monsieur Michel Gadjou? Bien sûr. Essayez de voir l'étude sur un barrage. C'est des gars qui se mouillent, c'est des gars qui se noient, c'est des gars qui meurent, monsieur Michel Gadjou. Ouais. C'est des gars qui sont au fait avec les éléments. On dit que vous ne pouvez pas être ferrailleur sur les chantiers de barrage si vous n'appartenez pas à des grands ordres, parce que vous devez être en corrélation avec l'eau, les mamies Ouattara. C'est pas moi qui le dis, ce sont... Quand vous discutez avec ces gars, les gars vous expliquent ce qu'ils vivent de nuit. Mais nous n'avons pas les réalités de construction de barrages, monsieur Michel Gadjou. Et que vous venez jouer avec des gars qui ont abandonné femmes, enfants. Ils ont tout abandonné pour venir travailler de jour et de nuit. Parce que vous avez la signature, parce que vous avez le nom. Vous allez marcher, piétiner ces gars. Mais monsieur Michel, il faut dire non. Et le drame, vous laissez des expatriés. Parce que c'est là le drame quand même dans ce pays. C'est quand même le drame dans ce pays. Quand vous allez au Gabon, vous allez à un pays environnant, c'est d'abord le Gabonais. Quelles sont les compétences qu'on a au Cameroun? Dans tous les domaines, on a des compétences. Et des très grandes compétences. Des bonnes compétences qui demandent même ne serait-ce qu'à être recyclées. Oui. C'est important de le dire. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on apprenne chez les Indiens? Non, mais il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on apprenne en France? Non, mais écoutez, Charles Lamel, on comprend bien la colère ce matin, puisque dans un instant, on va prendre les messages. Mais en faisant une lecture, on va dire généralisée. Parce que nous également, qui sommes sur ce plateau, on en parle tous les jours. Vous vous rendez compte simplement que pour vous en sortir au Cameroun, il faut appartenir à des cercles. Ce sont des cercles en réalité qui contrôlent. Et je le dis, ça peut choquer, mais c'est la réalité. Monsieur Michel, tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas musulman. Je veux comprendre Charles Lamel. Je veux comprendre Charles Lamel. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que pour avoir X, pour avoir une position, pour avoir un avantage, pour avoir un travail, on vous imposera d'appartenir à des cercles. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est parce qu'il y a des accointances entre X et Y qu'on se dit, bon d'accord, tu appartiens à la maison, tu appartiens à la famille, viens te placer ici, tu diriges. Et c'est justement ce qui dirige au Cameroun aujourd'hui. Alors, je vais me demander, que font les Mbombok? Que font les traditionalistes? Laissez-nous voilà. Non, quand ça vous dépasse là-bas, demandez que font les archevêques. Que font les imams? Demandez ça. Puisqu'on est tous conscients de ce qu'ils font. Je voudrais revenir, fondamentalement parlant, que font justement les traditionalistes camerounais? Que font les traditionalistes africains? On vu aussi justement de la mauvaise gouvernance qu'on applique au peuple aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils sont tant muets? Je le dis, c'est un trait d'union. Eux aussi, disons les choses normalement, bon Bengan et autres. Vous avez oublié le paramètre Covid, hein? Qui a fait quoi? Au chantier. Il y a déjà le paramètre Covid qui s'est invité. Non, il faut le dire. Le paramètre Covid qui s'est invité par rapport au... Merci, Charles Lamel. Oui, je vous dis que ce chantier, l'objectif, hein, monsieur Michel, prenons les messages. L'objectif, c'est que ce chantier ne finisse pas à date et qu'on ajoute encore le budget dans le budget. Allez voir Making, allez voir Menvele. Je vous en prie, il y a un bruit là, je vous en prie. Menvele et tout ce qui va avec, c'est assez compliqué. Merci. Les messages. Le laissez-passer a été donné par le président de la République. Laissons le père tranquille. Permettez. On a un bruit sur le plateau. Je vous en prie. Merci beaucoup. Isabelle Caron. Le laissez-passer a été donné par le président de la République. Laissons le père tranquille. Il signe les mandats financièrement et politiquement, mais sa descendance est incapable de diriger. Si on avait la poste centrale... Si on avait à la poste centrale pendu des pilleurs, on serait plutôt émergent. Si le Cameroun évolue dans ces conditions, on n'atteindra jamais les cimes 2035 évoquées par le président de la République. Autre réaction, la solution est bien loin que de se focaliser sur les fruits, mais sur la nature de l'arbre fruitier. Changez la nature de l'arbre et vous aurez les fruits escomptés. C'est Hervé qui nous envoie ce message. Le Cameroun est un pays formidable et terrifiant. Si on t'explique comment est le Cameroun, tu dis que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué parce qu'en effet, le contrôle n'existe pas. La réaction n'est pas signée. Bonjour le plateau, concernant les projets de ce pays, je crois que le gouvernement en place ne pense pas à la génération future à ce sujet. La jeunesse perd conscience.
Autre réaction, le Cameroun est un bon pays. Oui, parce que les fonctionnaires sont des hommes d'affaires et c'est bien. Bonjour à tous, moi je pense qu'on doit rester calme. Le Cameroun doit se préparer des hommes qui ne veulent pas élever le Cameroun. Rafaou depuis Yaoundé qui envoie la réaction. On comprend pourquoi il y a plus de 700 maisons à Yaoundé dont le coût évalué de 1,2 milliard de francs CFA. Voilà. Construite par la maison, construite par des fonctionnaires. Je dis à Yaoundé, non. construite par des fonctionnaires. Je dis bien 1,2 milliard construite par des fonctionnaires. Environ 700 maisons à Yaoundé. Yaoundé simplement, construite par des fonctionnaires avec ce type de réflexion. Prenez l'embranchement qui va. Non, quand demande encore ça va. Allez comment dire, après Odia, en allant à l'aéroport. À Nyom? Non, Nyom c'est de l'autre côté. Vinci Malène. Je vous jure, je vous le dis, l'argent du Cameroun, des fonctionnaires camerounais, c'est là-bas exact. Allez-y faire un tour. Je vous dis que ce sont que des fonctionnaires à 98% là-bas. L'aéroport, la route de l'aéroport à Yaoundé. Allez-y faire un tour. Une maison coûte 1 milliard 200 millions. 200 millions la maison. J'ai dit après évaluation 1 milliard 2. Voilà. Évoluons, voilà, c'est ça ce type de projet. Les messages. Bonjour, très bon thème du jour. C'est une situation récurrente dans notre société. Quand les femmes comprendront-elles leur valeur dans cette société? Voilà. Autre réaction, nous sommes dépassés avec ce Cameroun. On ne comprend plus où on va. On a essayé de monter des petites entreprises pour aider les jeunes Camerounais. Nous travaillons, on ne paye pas. Exemple, Stade Olembe, Stade Omnisport de Douala. Nous avons hypothéqué nos biens qui ont été saisis et voilà, qui refusent de nous payer et il faut payer les impôts. Nous fonctionnons comment, monsieur le président du Cameroun? Voilà notre pays, c'est triste. Le Cameroun est un pays de loisirs. Comment comprendre qu'il n'est plus question de comment gérer? Le passé est le passé et le futur compte. Il n'a pas de petits péchés. Je crois que la fin, c'était pour la réaction par rapport à l'histoire du jour. Bonjour sur le plateau. Vraiment, si toutes vos dénonciations pouvaient être prises en compte, c'est que ce pays est émergent depuis. Pour dire vrai, on aurait pu être comme le Nigeria, puisque Paul Biya a fermé toutes les entreprises qui pouvaient développer ce pays. Oh, mon pauvre Cameroun, quel dommage. Bonjour sur le plateau. Concernant le sujet du jour, je suis d'accord avec Carole et Charlemagne. Autre réaction SMS. Bonjour sur le plateau. Par rapport à l'histoire du jour, je pense que cette jeune fille si amoureuse doit parler de son passé qui peut avoir une incidence sur son présent, à son copain. S'ils ne sont qu'à 6 mois de relation, c'est encore possible de sauver ce couple. Bonjour le plateau, s'il te plaît Charles, par les allocations familiales qui ont été revues à la hausse par le président de la République en mai dernier, mais qui malheureusement ne sont pas appliquées. Emmanuel depuis Bafoussam qui s'adresse à Charles Lamel. Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir pour moi de vous suivre. En ce qui concerne la femme, elle doit dire rapidement à son compagnon pour éviter les problèmes à la longue. Si elle veut que son foyer marche à merveille, portez-vous bien et courage. Patrick depuis Yaoundé, Messassi, qui envoie la réaction. Autre message, cette option qu'elle avait choisie a été très mauvaise parce qu'elle ne voulait pas se mouvoir, elle n'avait pas de volonté pour chercher un travail, qu'elle assume ses erreurs. Fontia Maxime depuis Consamba qui nous envoie cette réaction. Bonjour le plateau, cette fille doit dire la vérité à son homme car beaucoup de filles prostituées dans le passé sont de bonnes femmes de foyer aujourd'hui. Si son homme l'aime, il doit pardonner. Gradant depuis Dogbong à Douala. Pourquoi juger même les femmes? On dit qu'elle a été prostituée. Vous avez plein de femmes qui disent qu'elles n'ont même pas fait la prostitution, mais qui marchent avec tous les anciens sexes. Vous appelez ça quoi? La réconciliation. Les messages, Isabelle Caron. Pour moi, cette fille n'a pas au préalable choisi le bon chemin. Il n'y a pas que la prostitution pour payer les frais de scolarité. Étant déjà au niveau supérieur, elle pouvait travailler. En effet, qu'elle le dise au monsieur dans ce cas, dans le cas où il aime vraiment, il restera avec elle. Flora de Bafan qui envoie la réaction. La vérité affranchit les femmes. La vérité affranchit, les femmes doivent apprendre à dire la vérité au moment opportun.
Charles Hamel parle d'enquête de moralité, d'autres profitent pour gâter la relation par jalousie. Laissez-nous choisir vos femmes. Vos parents? Laissez-nous, oui, choisir vos femmes. Voilà, merci. Donc, quand vous voulez épouser une femme, venez voir Charles Hamel. Non, j'ai dit laissez-nous. Laissez les parents. En aucun moment, je l'ai dit. J'ai dit laissez-nous choisir vos femmes. Parce que lorsque vous arrivez, il y a une première enquête qui est faite sur le nom. Elle s'appelle comment? Dominique Audrey Oyengelek. Oyengelek veut dire quoi? Accoucher quand? Quel jour? Qu'est-ce qu'il a déterminé? Oui, non, je le dis pour qu'on comprenne. On va poursuivre, on va gagner en voilà, temps. vous demandez qu'est-ce que les Bantous ont fait. On va va parler, vous nous coupez la parole. Merci. Les chrétiens Allez, vont vous tout de expliquer. suite, madame, messieurs, restez sur notre antenne. On ira saluer Consti Lamine qui nous retrouvera dans un court moment avec le concept Salaka et surtout le tapis de braise. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Voilà, Consti Lamine, bonjour à vous et bienvenue. Alors bonjour Michel Gatchou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka. Ce matin, nous parlerons bien sûr de comment nettoyer votre tapis de braise et les prix de promotion. Mais tout d'abord, un cadeau spécial à l'endroit de tous ceux qui vont acheter le tapis de braise pour le compte de ce mardi. Ah ben oui, hein, je dis bien tout au long de cette journée, c'est-à-dire depuis pratiquement 9h ce matin jusqu'à 18h du côté du magasin 1001 tapis. Quand vous achetez un tapis de braise, on vous donne un bon qui vous permet d'acheter 1 kg de maquereau à 500 francs avec la possibilité d'acheter autant de kilos dont vous avez besoin. Donc c'est à l'endroit de tous les clients qui vont venir directement au magasin 1001 tapis. Oui, parce que le maquereau ne peut pas se transporter du côté de Yaoundé. Donc ceux qui vont venir au magasin 1001 tapis pour le compte de ce mardi, vous avez la possibilité d'acheter autant de kilos de maquereau dont vous avez besoin à 500 francs le kilo de maquereau, à condition d'acheter un tapis de braise. Pour dire tout simplement, quand vous achetez un tapis de braise au magasin 1001 tapis, on vous permet d'acheter 1 kg de maquereau Oya Oya à 500 francs, question de tester votre tapis de braise. Ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala, notamment à Garoua, en Gueule-Mandouka, à Bafoussam, à Yaoundé, en Côte d'Ivoire même, quand vous achetez un tapis de braise, on vous donne 2 morceaux de savon de 400 grammes à 200 francs. Oui, je dis bien, vous avez droit à 2 morceaux de savon de 400 grammes que voici. Ce savon coûte 300 francs sur le marché, mais quand vous achetez le tapis de braise, je vous donne 2 morceaux de savon de 400 grammes à 200 francs. C'est pour les clients qui sont hors de la ville de Douala, parce qu'on ne peut pas expédier le maquereau. C'est un aliment frais, dont le maquereau est valable uniquement pour les clients qui vont venir au magasin 1001 tapis. Appelez et passez votre commande pour bénéficier d'un kilogramme de maquereau Oya Oya à 500 francs. Nous allons tout de suite parler rapidement des avantages du tapis de braise que voici, encore appelé tapis for braise. Aïe, maman, c'est nyanga, c'est stylé, c'est doux, c'est rapide. Regardez comment il se présente à la télévision. C'est un tapis de braise de qualité supérieure. Il est innovant, il est révolutionnaire. Vous l'avez au magasin 1001 tapis à moins de 10 000 francs. Votre tapis de braise, oui, je dis bien, le prix de promotion est de 10 000. Mais vous l'avez au magasin 1001 tapis
à moins de 10 000 francs votre tapis de braise. Et pour ce mardi, quand vous achetez un tapis de braise, je vous donne 1 kilogramme de maquereau à 500 francs, chers téléspectateurs. Venez au magasin 1001 Tapis, venez vous offrir le meilleur du tapis de braise. Tapis for braise, hein, vous l'avez à moins de 10 000 francs au magasin 1001 Tapis. Il est rapide, il est pratique, il est de très bonne qualité. Vous l'avez à moins de 10 000 francs au magasin 1001 Tapis. Nous allons parler rapidement comment nettoyer le tapis de braise. Il se nettoie avec une éponge que voici. Vous allez vous allez prendre le savon que vous allez appliquer sur l'éponge et nettoyer votre tapis de braise. Rapidement, là, le voilà. Il se nettoie avec l'éponge, pas de la kucha. Donc, il se nettoie facilement avec une éponge de qualité. Alors, regardez, chers téléspectateurs, vous le nettoyez, vous rangez votre tapis de braise après l'avoir nettoyé. Donc, chers téléspectateurs, venez au magasin 1001 Tapis et commandez votre tapis de braise à moins de 10 000 francs. Voilà. Et repartez ce mardi avec 1 kilogramme de maquereau à 500 francs en vente au magasin 1001 Tapis pour tous les clients de Salaka. Ceux qui sont hors de Douala, je vous donne 2 morceaux de savon de 400 grammes à 200 francs. Une manière de dire merci à tous les clients, de les récompenser. Merci de choisir le concept Salaka. Merci beaucoup, Consti Lamine. Et le concept Salaka, nous sommes tous reconnaissants de ce que vous faites pour le peuple chaque jour. Merci beaucoup, Consti. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carole Zoupet. Qu'est-ce qui se passe ce matin? L'atoll nous dit quoi concrètement? Des réseaux sociaux. On va donc parler de ce communiqué du Minetransport qui fait parler plus d'un sur la toile, ce communiqué donc du Minetransport en sanctionnant donc la compagnie de transport routier interurbain Charter Express, motif surcharge et non-respect de la limitation de vitesse. À la suite donc de cela, le ministre a donc bien évidemment suspendu le permis de conduire du chauffeur, bien sûr pour une durée d'un an, et aussi a suspendu justement pour 1 mois avec ceci pendant 3 mois la compagnie de transport. Une action plutôt à saluer par pas mal bien sûr de personnes qui pensent que c'est de telles actions bien sûr qu'il faudrait multiplier dans le secteur et bien sûr dans d'autres secteurs évidemment si on veut que ce pays bouge véritablement. Voilà. Ça fait bien sûr le tour de la toile aussi. Hein. On salue, on peut dire qu'on salue l'action du ministre, mais ça ne suffit pas parce que on l'attend sur des chantiers plus importants. Donc tu as dit que ce soit... Oui. Michel, ce chantier n'est pas important. Moi, je crois que peut-être on peut parler de ce que l'action soit peut-être maigre, c'est-à-dire qu'elle arrive une fois peut-être après 6 mois ou 1 an et tout, mais au moins c'est de telles actions qu'on souhaite. Parce que c'est nous qui sommes victimes d'accidents, c'est nous qui mourrons calcinés, ce sont nos parents, ce sont nos enfants, ce sont nos frères. C'est bien beau. Mais non, pas qu'ils viennent conduire. Il y a des brigades de contrôle du ministère des Transports qu'on attend toujours sur le terrain. Je le dis parce que moi, j'étais ce week-end à l'ouest Cameroun. Je sais ce que j'ai vécu dans les agences qui m'ont transporté de Douala pour l'ouest et de l'ouest pour Yaoundé. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, prendre de telles mesures, oui, c'est bien, mais il faut aller plus loin que ça. Chalamine Bachou. Monsieur Michel, en l'espace de 3 semaines, le ministre a pris, nous disons 3 mois, le ministre a pris un ensemble de décisions. La première décision, c'était les radars mobiles, semi-portatifs. Jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais ne connaissent pas, on n'a jamais fait une présentation à la télé du type de radar. Quels sont les renseignements que le radar donne? Lorsque vous voyez des gens traverser, on dit vous avez été flashé. Parfois vous arrivez, c'est de loin qu'on a copié votre numéro sur l'immatriculation. On a passé en disant que la voiture là c'est une bonne voiture, tu peux le prendre. Vous arrivez, on sort le papier. Quand vous demandez, faites-moi voir le lieu, parce que quand il y a flash, il y a le temps, il y a l'heure. C'est bien le temps, vous dites que vous avez été flashé à 15 minutes. Monsieur, vous ne m'apprenez pas mon travail. Merci bien. Vous avez vu. On vous a parlé, vous arrivez sur l'axe. Au lieu d'avoir des caméras, ce qu'on dit semi-portatifs, qu'on explique, vous avez des gars qui ont des caméras de télévision. Ils ont des caméscopes qu'ils utilisent en vous disant c'est la version miniaturisée. je vous dis qu'on dit ça. Le ministre n'a jamais présenté l'achat. Qu'on dise voilà comment ça se présente lorsque vous êtes verbalisé, lorsque vous êtes flashé. Voici les informations. Premier point. Deuxième point, parce que là vous comprenez dans quel pays on vit. Deuxième point, on vous dit, le ministre a dit,
On va désormais interdiction de surcharge des taxis et tout. J'enjoins les préfets, les autorités administratives, les gouverneurs, les communes. Où en est-on? Bonabéry, marché central Bonabéry. Allez voir M. Michel Gatchou, combien ils sont. Mais vous vous demandez ce qu'on appelle, c'est bon qui aime l'expression, la cohésion gouvernementale. C'est où et à quel niveau? Le dernier point, je termine par là, M. Michel, c'est cette affaire des phares de véhicules que vous voyez. Il a demandé dans une autre, il y a une semaine. Les pinces il y a une semaine, les pinces brouillards, ou c'est des anti-brouillards, ou c'est quoi? Vous circulez dans une ville comme Douala, à des heures, vous avez les yeux complètement aveuglés par ce type de phare. J'apprécie véritablement le fait pour lui d'avoir sanctionné. On sait qu'au Cameroun, on sanctionne toujours un. Pas plus tard que ce week-end, j'ai vu une compagnie de notoriété bâchée, excusez-moi, c'est l'expression de Ben Sikiner, surchargée, arrivé à un contrôle. Le chauffeur dit c'est le personnel de l'entreprise qui va renforcer le moteur, la batterie d'une voiture tombée en panne de vent. C'est grave. C'est grave justement. On se dit, on attend quand même le ministre aller plus loin quand même. Non, bon. Oui, on salue l'attitude, mais c'est bien. C'est bien. Sur le terrain, c'est toujours compliqué, hein, vous le savez quand même. Oui, justement, il faut, comme disait Charles Hamel, continuer avec la sensibilisation et la répression au même moment. Ceux qui enfreignent la loi, le test réglementaire, doivent être frappés. Mais au même moment également, continuer avec ce qu'on appelle la sécurité routière. La sécurité routière, les brigades ne sont pas là pour engranger de l'argent et dire qu'à la fin de l'année, on a engrangé 3,5 milliards. C'est justement de limiter les accidents de circulation, limiter et faire en sorte que la communication, alors le transport soit fluide. Encore dans un pays où la voie ferrée est complètement délabrée, la voie aérienne, je ne sais pas si elle en existe, donc il nous reste seulement la voie terrestre. À ce moment, focalisons donc beaucoup d'efforts pour assainir ce milieu-là. Alors, Dominique Audrey, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire à la sortie du ministre des Transports? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et je pense que là, il ne faudrait pas qu'il flanche. Parce qu'au départ, on sanctionne, on va retirer le permis provisoirement, momentanément. Et après, on va entendre que non, après, on a ils ont un terme administratif. Par tolérance administrative, on va donner non. Je pense qu'il faudrait être sévère et dur pour que ça puisse marcher. Et que sur le terrain, vous avez suggéré qu'on ait des brigades, qu'on renforce les brigades, oui, puisqu'il ne pourra pas être effectivement partout en même temps. Donc, il faudrait qu'il soit également sur le terrain, mais qu'il s'assure de la fermeté des décisions qui sont prises. Très bien. Autre sujet rapidement, Isabelle. Autre sujet, bien sûr, on va donc parler de cette décision du ministre de l'Enseignement supérieur, justement portant mise à disposition d'un enseignant à l'annexe de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Ngaoundéré à Garoua. Il s'agit bien sûr du professeur Pascal Musanga Agnamding, pour le préciser précisément, en service bien sûr à l'Institut des relations internationales. Une affectation qui fait plutôt jaser sur la toile, parce qu'il y en a dans les commentaires, je vais vous le dire ainsi, qui voient derrière comme une sanction, qui voient derrière comme une non-noix, qui voient derrière comme une affectation à tête chercheuse, j'allais dire, une nouvelle qui n'est pas également très bien perçue par les enseignants, les élèves ou encore les apprenants, j'allais dire, de cet enseignant qui estime que vraiment il devrait rester à ses fonctions. Ils ont donné 5 jours au professeur Famundongo pour leur amener leur enseignant. Mais qui sont-ils pour donner 5 jours? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Est-ce que eux, ils ont capacité de pouvoir dire non, on n'est pas d'accord qu'on affecte telle ou telle autre personne? C'est autant de questions qu'on pourrait se poser. Pourquoi cette affectation? Voilà. Pourquoi cette affectation aujourd'hui, annexe de Garoua concernant la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré. Lui qui suit une page Facebook également ce matin l'a très bien fait savoir qu'il y a des clans justement qui sont autour et qui font tout pour le mettre de côté. Et on peut même d'ailleurs aller plus loin avec la une du journal Le Populi, qui allait très loin justement, et où on a vu le professeur Jean Famundongo derrière qui a été caricaturé, lui, Musanga Nyamding, jeté dans une poubelle, et Famundongo demande à Musanga, appelle maintenant ton
ton père spirituel, quoi, ton père spirituel, parlant de son père spirituel, son père, son parrain politique, voilà, qui est le président Paul Biya. Qui viennent t'enlever dans ce gouffre, dans ce pétrin. Et on peut donc comprendre ce qui se trame, lui qui dit qu'il n'ira pas, voilà. Je crois que Charles Hamel, à l'entame de l'émission, parlait des étudiants qui exigent. Qu'il nous laisse un jour, professeur. Il faut qu'il parte. Son retour. Oui, s'il ne veut pas y aller, ça veut dire qu'il va saisir le tribunal administratif. Parce que les tests quand même réglementaires de l'université d'État au Cameroun recommandent que c'est l'université qui vous utilise. Mais en tant que fonctionnaire, vous ne pouvez être affecté ailleurs que par une nomination. Voilà. Par exemple, il pouvait bien être affecté partout, mais avec une nomination, on fait de lui vice-recteur à Tchang, ou tout ça. Mais ce serait une affectation. Mais ici, est-ce que ce n'est pas un brouilleur mis en place par le ministre de l'enseignant peut lui-même demander de quitter une université pour une autre. Là, c'est sur sa demande. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, il a la possibilité de saisir le tribunal administratif pour cela. Mais moi, je lui conseille d'avoir l'attitude d'un syndicaliste. Et je pense que les syndicalistes dans ce pays nous avaient montré des voies. Il y a l'illusion John Bonguet, Jean-Marc de Coco, Fouet Foué, Camden Maniel, ils avaient Bélan Mbappé les avait affectés comme ça de manière disciplinée. Même Dr Basson dernièrement, il prend le service et il propose à faire autre chose. On a très peu de temps. Allez, Dominique Audrey, on va prendre quelques messages rapidement sur la page Equinox TV. Oui, Jocelyne Chapga dit, par rapport à l'histoire du jour, je ris. Tu vas voir une fille, au moins 80 hommes l'ont déjà vue nue jusqu'à mettre son dos à terre, mais c'est elle qui va appeler une autre prostituée. Voilà. Keke Mike Maïza dit que Dieu seul juge. Si cet homme est son mari, il va le dépasser cela. Comme quoi, quand une Africaine dit qu'elle préfère les Blancs, vous allez critiquer encore parce qu'elle estime que les hommes sur la page étaient un peu trop durs avec la dame de l'histoire. Pour ma part, elle doit expliquer cette situation à son conjoint parce que s'il apprend cela d'une autre personne, ce sera plus dangereux et peut-être il ne voudra plus d'elle. Donc, elle doit s'assumer et assurer que c'est pas parce qu'elle s'est prostituée avec ses amis qu'elle va continuer avec cette histoire. Nathalie Foussi dit qu'elle devrait quand même avoir certaines appréhensions, mais elle doit lui dire, c'est la seule alternative. Jeannette Michael nous dit, elle est en train de... Voilà, cette jeune fille n'est pas sincère dans sa démarche, car une prostituée qui l'a fait... de façon contraignante, n'a pas besoin de 36 solutions pour changer. Dire la vérité pour une personne sincère n'est pas difficile. Cette dame cherche les mapanes pour venir pleurer ensuite à la télé. Merci beaucoup Dominique, merci infiniment. Ben, vous êtes très nombreux bien sûr à réagir. Hein. Et puis vous restez sur Equinox, madame, monsieur Charles Hamel. On va certainement terminer avec ces images de professeur Mendozé qui tournent sur la toile aujourd'hui, depuis hier également. Quel est votre commentaire lorsqu'on regarde Mendozé, on va dire amaigri? C'est choquant quand même. Ouais. Ça a été plus choquant pour moi de voir ce monsieur, pasteur d'église, emprisonné par rapport à la crise anglophone sur un lit menotté jusqu'à sa mort. Voilà. Bon Bengan. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites quand vous regardez les images du professeur Mendozé aujourd'hui, qui tourne sur la toile également? Un commentaire? Oui, le caractère inhumain de notre gouvernement. J'en parlais tout à l'heure, et je ne souhaite pas que cela arrive par exemple à Madame Sopor, à Vamouké. Donc voilà les 3 cas les plus poignants que nous avons, en fait, pour les personnalités les plus connues. Et j'imagine qu'il y en a un millier pour les autres compatriotes qui ne sont pas très connus. Donc, ce n'est pas la possibilité. Un ambassadeur chinois le disait ici. Pourquoi vous mettez autant de gens en prison? Qui les nourrit? C'est vous qui devez les nourrir et vous devez prendre en charge leur santé. Donc, donnez-leur la possibilité de se traiter, de se soigner. Dominique Audrey, vous avez regardé ces images? Un petit commentaire à propos? Bon, puisque c'est une personne humaine, on a une certaine sensibilité.
Mais tout de même, il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans cette situation. Et je crois que le seul avantage que lui, il a, contrairement aux autres, c'est que c'est une personnalité. Il a été une personnalité de la République, c'est pour ça que c'est médiatisé. Et il y a plein d'autres Camerounais qui meurent dans cette situation dans l'indifférence totale de tout le monde. Donc, il n'y a pas de sentiment particulier. Si on doit avoir un traitement particulier pour lui, parce que c'est un Camerounais, on doit avoir le même traitement pour la dame dont on parle tous les jours ici. Elle, on a même encore la possibilité, bon, je ne vais pas dire ça comme ça, Madame Marie-Christine. Voilà, oui. On peut la traiter normalement. Si on ne le fait pas pour elle, pourquoi est-ce qu'on devrait le faire pour lui? Isabelle Carole, on va finalement se rendre compte que la justice est un broyeur pour ceux qui ne se mettent pas au pas de la volonté de celui qui semble diriger le pays. Oui, sauf que ce qui le gêne à coup sûr, c'est de savoir que lui aujourd'hui soit derrière les barreaux et de savoir qu'il y en a qui, comme lui, sont des centaines, voire plus, à courir encore et à jouir de leur liberté. C'est là où le bas blesse. Allez voir l'affaire justement des constructions du stade, toute la gabegie qu'il y a derrière, et quand on sait qu'il y a des noms qui circulent, on est tranquille. Et où sont ces personnes? Toujours en liberté, toujours en train d'avoir un train de vie plutôt huppé. Mais lui, aujourd'hui, se retrouve derrière les barreaux comme s'il était le seul à avoir péché. Je crois qu'on est dans un pays où on est d'accord pour la justice. Mais s'il faut que justice soit faite, alors il faut qu'elle s'applique à tout le monde. Voilà. N'oubliez pas, madame, messieurs, si vous ne faites pas la politique va vous faire dans ce pays. Et au pire des cas, si vous n'êtes pas éveillé, elle va vous broyer. Restons très vigilants, levons bien sûr, on va dire, les yeux et tentons de regarder exactement qu'est-ce qui se fait autour de nous. Le Cameroun est le nôtre et ensemble on va le reconstruire. À demain, 10h.